Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Idriss Siamedi. Idriss, c'est le fondateur de l'ONG Baraka City, qui a été dissoute du coup en 2020 par les autorités françaises pour des motifs liés à la sécurité intérieure. C'est une figure controversée du paysage associatif musulman. Il revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec la création de la première chaîne musulmane européenne. Pour ça, son équipe et lui ont réussi à lever plus de 15 millions d'euros. C'est pour ça que je l'ai invité du coup, parce que c'est quand même un projet d'envergure et je voulais vraiment en parler avec lui. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, ça nous donne beaucoup de force. Ça nous permet aussi d'avoir d'autres invités. Donc voilà, merci beaucoup à vous et je vous souhaite un bon visionnage. Mais justement, en fait, Baraka City, pour moi, dans l'inconscient même de la communauté musulmane, parce que je suis musulman aussi, il n'y a pas de... Je le dis à ceux qui vont regarder cette vidéo, pour qu'il n'y ait pas pas qu'on me dise que je ne l'ai pas dit, mais voilà. Et Baraka City, pour nous, ça paraissait une association très noble, avec qui on peut-être même que moi j'ai déjà donné de l'argent ou d'autres des amis ou d'entourage a pu financer ou voilà participer. Et c'est là qu'en 2020 on comprend pas parce qu'on voit qu'en fait le Conseil d'État confirme ce que du coup le ministre Gérald Darmanin utilise pour pour dissoudre l'association. Elle parle d'une mouvance islamiste radicale et banaliser des actes terroristes. Donc en gros elle vous accuse de ça. Et c'est pour ça que le Conseil d'État valide et il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Alors en fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, en 2016 jusqu'en 2019, je suis avec Baraka City sous le coup d'une enquête préliminaire pour financement de terrorisme et abus de confiance en relation annexe avec une entreprise terroriste. Il y a près de 20 millions d'euros qui sont épluchés. D'accord? Donc, j'ai les services de l'ASDAT. Vous êtes en train de vous faire contrôler vraiment en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'il y a des huissiers, des avocats, qui regardent les comptes? Alors, non, pas du tout. C'est l'ASDAT, donc les services de l'antiterrorisme, c'est la DGSI, les services de Levallois-Perret et le service financier de Nanterre. Ouais, donc c'est pas un truc cordial, vite fait, on vérifie les comptes, on regarde l'argent où il est parti. Ah non, pas du tout. Non, c'est pire qu'un contrôle fiscal puisque le commissaire au compte ira même jusqu'à se faire auditionner en lui disant est-ce que vous avez quelque chose à redire sur l'exactitude des comptes que vous avez validés sans mention sous réserve. Donc lui, le commissaire au compte dit non, il n'y a strictement rien. C'est-à-dire, ce que vous voyez là, c'est exactement ce que je confirme. Les comptes sont valides, conformes et respectent l'ensemble des normes comptables. Dans les faits, on vient pas chercher un truc comptable, financier, détournement de fonds, ce genre on vient pas chercher ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est très simple. Vous savez, Fonds Marianne, ils ont géré 200 000 et quelques euros. Les gars, ils sont tombés en fait tous finalement à s'insulter, à se chamailler, à se criper le chignon sur des plateaux de télévision, etc. Mohamed Sifawi, Marianne Chapa, etc. On a géré 30 millions d'euros avec Baraka City. Donc s'il y avait une malversation qui avait été faite, que ça soit 500 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, ou un montant plus important, bah forcément notre dossier aurait été judiciarisé. Donc en 2019, on termine 4 ans d'enquête, il est dit, me concernant et concernant Baraka City, que vous pouvez très facilement trouver sur Internet, les éléments collectés ne suffisent pas, les éléments collectés lors de l'enquête ne suffisent pas à engager des poursuites pénales. Classement sans suite. Il n'y a pas une relaxe, c'est un classement sans suite. D'accord? Donc nous, en fait, ça nous a arrangé parce que nous, en fait, on voulait partir au tribunal parce qu'il y avait plein de choses qui avaient été dites nous concernant. On a dit, ben, partons au tribunal, va y avoir des journalistes, et puis ensuite, toute la lumière sera faite véritablement sur ce que nous faisons. Sachant qu'on est présent dans 26 pays, etc. Et donc, moi, je connais les process. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit lorsque j'étais dans les bureaux des services financiers à Nanterre. J'ai dit, je suis le commanditaire de toutes les opérations humanitaires. Donc, ça s'est fait de manière... Je vais donner un exemple très simple. C'est très important et vraiment, je vous remercie en tout cas de me donner la parole. Vous savez, on m'a reproché d'avoir mis en place des opérations humanitaires en Syrie. On pourrait dire, bon, ben voilà, il a mis des opérations humanitaires en Syrie, c'est pas clair, on sait pas, etc. Déjà, de 1, c'est une réponse à la demande de l'ONU, qui appelle l'ensemble des organisations humanitaires à opérer là-bas, en Syrie. Il y a une population qui a subi des crimes graves avec un besoin humanitaire qui est croissant. D'accord? Sauf que, on l'a fait avec une organisation qui s'appelle Pour une Syrie libre, qui, elle, au moment des faits, était financée par le Quai d'Orsay à hauteur de 150 000 à 200 000 euros, au même moment des faits. On a fait un partenariat stratégique, on a porté la responsabilité à cette organisation parce que c'était nous qui avons financé cette organisation en France. Donc en termes de traçabilité, c'est Baraka City qui paye cette association en France, qui est connue par le Quai d'Orsay, qui est financée par le Quai d'Orsay. Et nous partons avec un courrier qu'on envoie à la DGSI par le biais à l'époque de Maître Mansouri, où je dis,
si vous avez des informations sur notre feuille de route, sur ce que nous avons fait, etc., ben vous m'invitez, vous me convoquez, je sais pas, etc. Et puis je suis prêt à répondre. Donc c'est là en fait où c'est très ambigu parce il n'y a aucun blocage de votre part, quoi. Grosso modo, vous êtes là, vous êtes à disposition, vous êtes voilà, s'il y a quelque chose à faire, je suis là. En 2014, l'opération humanitaire en Syrie, elle s'est faite en 2014. Donc il serait impensable de penser qu'en 2019, je vais dépenser près d'un demi-million d'euros en Somalie pour des aides humanitaires. Quand une personne a quelque chose à se reprocher, bah, à un moment donné, soit cette personne est arrêtée, soit cette personne a un gel des avoirs. Il y a tout un tas de dispositifs qui permettent justement d'émettre des contrôles accrus pour pouvoir éviter un terrorisme, des actes de terrorisme, etc. Donc il le savait. D'ailleurs, c'est ce que le cabinet Bourdon avait clamé, notre cabinet, donc Maître Bourdon, c'est ce qu'il avait clamé, notamment au Conseil d'État, en disant, mais écoutez, au Conseil d'État, il a dit, vous savez très bien que mon client est innocent. Et la preuve que je suis innocent, c'est que j'ai fait condamner le ministère de l'Intérieur pour non-divulgation de ma fichesse. Ils ont été condamnés à me payer 1 500 € parce qu'il y a eu une atteinte disproportionnée à mon intégrité, à ma vie privée plutôt, et à celle de ma famille. Donc en d'autres termes, en fait, on est parti... En quelle date ça Ça date de, sauf erreur de ma part, 2019-2020. Ok. Donc en fait, en d'autres termes, c'est-à-dire que quelques mois après le classement sans suite, écoutez la chronologie des faits, après le classement sans suite de la dissolution de Baraka City, après le classement sans suite, après les distributions de masques FFP2 et FFP3, on a un ministre qui fait on a un président qui fait des déclarations politiques au Muro sur les séparatismes. Donc nous, on pensait que parlait des Basques ou je sais pas, de l'ETA, des trucs comme ça. Mais non, il parlait des musulmans. Donc là, après, on a expliqué que ah non, c'était pas possible parce qu'en fait, on peut pas commencer à perquisitionner des organisations, des associations sur la base de suspicions, etc. Ok ? Et donc finalement, le ministre a sorti son Mont Blanc et il a signé à la suite d'un conseil de défense sous l'impulsion d'Emmanuel Macron la dissolution de Baraka City. Tout le reste, c'était de la procédure. Lorsque vous regardez les capillarités qu'il y a au Conseil d'État et les décisions qui sont faites, vous voyez qu'il y a quand même une question à se poser quant à l'impartialité du Conseil d'État. J'en suis, moi, à titre personnel, venu à cette conclusion. Donc pour vous, en fait, est-ce que pour vous, alors concrètement, pour vous, la décision était déjà prise, peu importe ce que vous montrez ou ce que vous montrez patte blanche ou pas, vous justifiez ou pas, la décision de vous fermer était déjà prise et vous étiez un petit peu le bouc émissaire de tout ça. Il fallait vous fermer, comme ça montre l'exemple peut-être, ou il voulait peut-être montrer un petit peu que voilà, même si c'est une grosse association, elle peut fermer quand même et qu'il n'y a pas de... Marlène Schiappa a dit quelque chose de très clair. Elle a dit que ça a été une très lourde décision que de fermer l'association Baraka City. Il voulait faire une démonstration de force en faisant quelque chose de macabre. En nous imputant par une capillarité qui n'a jamais existé. L'assassinat de Samuel Paty. Nous ne l'avons jamais cautionné. Nous ne l'avons jamais supporté. Nous ne connaissons même pas l'auteur, la personne qui a assassiné Samuel Paty. Nous n'avons jamais partagé cette idée. Nous n'avons jamais financé cette idée. Nous n'avons jamais été les idéologues de cette idée. Donc en fait, ils ont fait quelque chose de très malsain. C'est qu'ils savaient qu'il fallait dissoudre Baraka City, qui était entre guillemets quelque part le bouclier de la communauté musulmane sur les questions des libertés individuelles, des libertés fondamentales, etc. pour pouvoir ensuite enquiller sur le CCIF et les plus de 1600 organisations. Parce qu'il n'y a pas eu que Baraka City. Alors d'aujourd'hui, lorsque vous commentez lorsque vous demandez à la communauté musulmane, il n'y a pas une personne qui va vous dire oui, effectivement, c'est vrai que lors des Jeux Olympiques, il y a eu près de 800 000 perquisitions administratives. Lorsque vous regardez le nombre de gels des avoirs, aujourd'hui, c'est des chiffres qui explosent. Lorsque vous regardez, par exemple, les dissolutions administratives ou lorsque vous regardez le gel des avoirs qui est à hauteur de 30 millions d'euros, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de Gérard Darmanin à l'époque lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. C'est vrai qu'il y a quand même une question à se poser sur la dissolution de Baraka City. Non, elle n'était pas fondée, elle était juste un prétexte, ou plutôt une volonté de faire un effet domino, pour pouvoir éclater toutes les organisations humanitaires et rendre les musulmans incapables d'agir et d'opérer à quelconque niveau, au niveau médiatique, humanitaire, social, éducatif, etc. Et d'ailleurs, quand je dis éducatif, regardez ce qui s'est passé avec l'école Kindi. On a quand même Maître Guesguez qui dit, concernant la responsable des litiges ou celle qui se fait porte-parole du ministère de l'Intérieur au Conseil d'État, d'ailleurs que j'ai pu confronter,
en présence de Maître Brengart et Maître Bourdon. Elle dit, le problème, c'est que l'école Al-Kindi veut créer des élites musulmanes. Et ça nous est insupportable. Voilà. Et donc, sur cette base-là, les subventions étatiques, etc., ont été refusées. Donc là, bien évidemment, maintenant, là où ça s'agite, etc., c'est que on cherche à s'organiser au-delà de tout ce qui a été dit nous concernant. Permettez-moi de revenir sur un point qui est important. En 2016, déjà, on avait Jean-François Copé, la personne qui était connue avec des gens quand même assez douteuses, hein, comme Ziad Taqeddine, etc. On ne parle pas d'un restaurant pas payé. On parle vraiment de personnes qui étaient sur des yachts et qui ont fait des trucs bizarres avec des millions d'euros. Ok ? En tout cas, il y en a un, il était parti avec un bracelet Nicolas Sarkozy, etc. Il a dit, à quand des poursuites pénales en 2016 ? Et donc, il dit ça. Mais pour quelle raison et pour quel motif ? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pu, c'était une volonté qui était avancée d'ailleurs dès 2014, en 2015, 2007, parce que nous représentions un contre-pouvoir démocratique. Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais peut-être que l'ensemble des propos, et je réponds à toutes les questions, et toutes les questions, moi je suis quelqu'un de très ouvert. Il y a peut-être des personnes qui vont dire, oui, mais le problème c'est que tes propos à un moment donné, dans un contexte peut-être que tu as défendu au Conseil d'État et que je pourrais expliquer, ont peut-être été la conséquence de la dissolution de Baraka City. Je dirais non, pas vraiment, parce qu'il y a eu pas seulement la dissolution de Baraka City, mais il y a eu plus de 1500 à 1700 dissolutions d'organisations. Ça, c'est le premier point. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, je suis venu sur les réseaux sociaux en 2015. Or, en 2014, RTL fait savoir que je suis dans le viseur de la DGSI. Pourquoi ? Est-ce que je suis en contact avec des imams ? Absolument pas. Est-ce que je fais la promotion d'un islam radical ? Je n'ai pas de réseaux sociaux. Est-ce que je suis dans des mosquées ? Absolument pas. Donc en fait, il fallait exactement à l'heure d'aujourd'hui le même mécanisme qui est lancé contre les opposants de la gauche, que ce soit LFI, les Verts, etc. Il fallait mettre en place un processus radioactif, comme Rima Hassan et encore plein d'autres. En gros, en d'autres termes, essayer de les disqualifier au niveau médiatique et politique. Revenir là-dessus. Parce que vous, à titre personnel, en faisant quelques petites recherches, j'ai vu que du coup, après la dissolution de Baraka City, le 28 octobre 2020, si je ne me trompe pas, le 29, il est écrit que vous êtes exilé en Turquie, après une demande auprès du président turc, Erdogan, chez qui, enfin, comment ça s'est passé ça ? Parce que, est-ce que ça c'est vrai ? Parce que vous aviez dit apparemment qu'il y aurait eu des menaces de mort et que votre sécurité en France, elle était... mise à mal. Donc c'est pour ça que vous avez fait cette demande. Est-ce que ça aboutit ? Est-ce que vous êtes exilé à cause de ça ? Ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Bah déjà, moi j'ai les captures d'écran, c'est-à-dire que dans l'hystérie médiatico-politique qui a été faite, l'islamisme, etc., Gérard Darmanin qui est dans une surenchère, dans une volonté de montrer ses biceps et ses muscles et sa toute puissance, je suis très médiatisé, donc je suis ciblé. Il faut savoir juste avant ça qu'il y a Rachid El-Jay qui est un imam, il a reçu quand même 8 balles. Oui. Donc c'est autant vous dire que le risque il est réel. Et donc moi j'avais des véhicules qui étaient déjà postés chez moi, devant chez moi, et j'avais des tentatives d'intimidation qui étaient sérieuses, avec des appels, avec des menaces de mort, et avec des militaires en poste en Afghanistan qui m'écrivaient sur Instagram, j'ai encore les captures d'écran, et d'ailleurs que j'avais fourni à la justice en disant on va t'éclater la tête avec une balle. Donc voilà, c'est ce qui m'était dit. C'est le genre de menaces que vous receviez ? Non, moi, c'était des genres de menaces que je recevais. Surtout qu'il y avait des personnes parfois qui étaient postées devant chez moi, pas à côté, devant chez moi. Et qui, lorsque je prenais ma voiture pour les poursuivre, c'était des personnes qui bombardaient. Et qui partaient très vite pour fuir. Est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose, etc. Finalement, mon dernier retranchement a été le bâtiment Baraka City pour ma famille, pour la sécurité de ma famille. Et ça a été de dormir dans le bureau. Parce que j'étais vraiment dans un risque réel. Je l'avais rappelé en l'occurrence lorsque j'avais mis en exergue en fait la duplicité de Zineb Al-Razoui et de Zorabitan. Ouais, c'est sur ce motif-là qu'ils m'ont envoyé le raid, qu'ils m'ont envoyé une colonne d'assaut. C'était pas pour terrorisme ou quoi. Lorsque j'ai demandé à l'OPJ, lorsqu'ils m'ont envoyé une colonne d'assaut de 30 policiers du raid, etc., et qui m'ont frappé, etc., quand j'ai demandé à l'OPJ, j'ai dit c'était pour quel motif. Il m'a dit que c'était pour cyberharcèlement. Je suis sorti après 48 heures. Moi, j'ai jamais vu ça, moi, en tout cas, en France.
C'est-à-dire que là... Je vais revenir sur ce troisième point, parce que je me l'étais noté, parce que ça m'a un peu surpris. Vous avez été condamné apparemment pour cyberharcèlement envers Zorabitan. Elle, je connaissais pas trop, mais aussi Zineb El Razoui. Parce qu'elle, on en a beaucoup parlé dans les médias, donc elle est un peu plus connue, on va dire. En mars 2021, c'est le tribunal d'Evry, du coup, qui vous a condamné à 10 mois de prison, avec sursis, et 5 000 € d'amende. Là, je me trompe pas là-dessus. Vous avez l'air de hocher la tête, donc c'est juste. Ils ont comptabilisé 133 tweets. Et une diffusion de la photo de la boîte aux lettres de je sais plus, peut-être c'était Zineb El Razoui, avec un hashtag. Ouais, Zorabitan. Hashtag balance Zorabitan. Il y a eu sur Twitter. Et puis après, pareil pour Zineb El Razoui, parce qu'en février 2022, on a la Cour d'appel de Paris qui vous condamne à 5 000 € d'amende, dont 2 000 avec sursis, apparemment, pour des tweets. Bon, je vais éviter les termes, mais effectivement, vous avez eu des mots durs envers cette femme-là, et vous avez été condamné pour ça. C'est quoi votre commentaire là-dessus? Qu'est-ce qui... Parce que vous avez quand même eu le raid derrière, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, je vais expliquer en fait le contexte. Zorabitan, écoutez bien, parce que là, c'est très important ce que je vais dire, et ensuite, si vous me permettez, on reviendra sur Erdogan, parce qu'il m'avait mis, du moins les autorités françaises m'ont mis une fiche d'Interpol notification qui m'interdit de rentrer sur le territoire turc. Et c'est à la suite de cela que j'avais demandé l'asile à Erdogan directement et qui m'a accordé cet asile politique. Donc ça, j'y reviendrai dans les détails, etc. Juste en tout cas pour revenir à ça. Zorabitan, c'est une chroniqueuse, sauf erreur de ma part, dans Les Grandes Gueules. Elle avait expliqué à plusieurs reprises que, d'ailleurs, elle avait des débats qui étaient très houleux avec Anas Kazib. Elle expliquait justement que c'est pas des petites gamines voilées qui vont expliquer quelle est la conception de la religion, etc. parce qu'elle connaît le hamdou. C'est ce qu'elle avait dit, ça m'avait fait rire. Et puis aussi, c'est une personne, par contre, étrangement, qui voulait imputer la responsabilité des délits commis par des enfants aux parents. J'ai dit, mais là, par contre, c'est très intéressant parce que en ma qualité de lanceur d'alerte, par exemple, si vous, demain, vous voulez être lanceur d'alerte, vous avez le droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des études ou déposer. Et pareil pour le journalisme. Si demain, vous voulez être journaliste, vous pouvez être un journaliste indépendant. Et donc, j'ai été lanceur d'alerte et journaliste indépendant. C'était quelque chose que j'avais envie de faire, surtout sur la base d'éléments que j'avais, et tout, etc. Et là, je me suis rendu compte que le fils de Zorabitan, d'ailleurs, j'ai les PV d'assemblée, j'ai les PV de police, je me rends compte en fait qu'il y a une réelle duplicité. Parce qu'en fait, le fils de Zorabitan, il a fait une course-poursuite avec la police, avec un véhicule qui apparemment aurait été volé, et qui, dans le PV de police, il dit, lorsqu'il est auditionné, il dit « Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais c'était avant ». Il fait une autre vidéo, il s'exhibe avec une arme. Ça, c'est le fils de ça, c'est le fils de Zorabitan. Donc, je me dis, alors, quand on prêche l'exemplarité, mais que de l'autre côté, on voit et qu'on souhaite imputer aux parents musulmans la responsabilité des délits qu'ils pourraient commettre, bah, ça serait quand même intéressant de savoir quel serait le sort de Zorabitan. Et j'ai parlé de son fils qui avait fait des faux ITT, etc., pour pouvoir partir en vacances, etc. Tout ça, je l'avais documenté, je l'avais prouvé. Voilà, c'était dans cette logique-là. Et c'était des questions qui étaient posées. Et puis après, il y avait aussi des financements qui étaient douteux, avec des associations qui étaient finalement domiciliées dans un pavillon chez elle, alors qu'elle avait un logement social dans un endroit que je ne vais pas citer. Donc en fait, en d'autres termes, moi j'ai fait exactement ce que les journalistes ou les médias font lorsqu'ils vont mettre en exergue des duplicités de Tariq Ramadan ou qui sais-je. C'est-à-dire, c'est ça l'information. Parfois, c'est même pas vrai. En fait, c'était un clash Twitter. Des fois, ça arrive. Vous clashez avec des gens sur Twitter et ils vous lâchent pas, vous les lâchez pas. Et puis, c'est le jeu de Twitter parfois. Exactement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je tombe alors là sur une personne. Là, je vous cache pas que j'étais quand même très choqué. C'est que Zineb El Razoui claquait des mains en disant il faut affronter ces islamistes. Lesquels je ne sais pas, parce que lorsque vous écoutez Jean-François Copé, lorsqu'il parlait du président Morsi, les islamistes, c'était des personnes plutôt sympathiques avec lesquelles il fallait parler, que c'était plus un mouvement politique, etc.
Ça, c'est pardon, pas Jean-François Copé, Alain Juppé, pardon. Mhm. Et donc là, en fait, on se retrouve dans un affrontement idéologique. Et oui, je ne le cache pas, lorsque je suis en face de 3 juges au tribunal administratif, au tribunal de grande instance de Paris, on me dit, mais vous avez quand même une volonté de faire, en gros, quand même, de la déstabiliser. J'ai complètement. Je suis un opposant. À Zineb El Razoui, c'était une personne, c'est cette personne qui a appelé à tirer à balles réelles sur les jeunes de quartiers populaires. C'est cette personne qui a expliqué que finalement, elle avait besoin d'une protection policière qui était payée par les contribuables parce que les méchants islamistes voulaient la tuer, etc. Alors, je me souviens de cette histoire avec Yacine Bellatar, je ne sais pas si vous vous en souvenez sur Twitter, TPMP et tout ça, où il avait dit Inch'Allah, tu seras plus là en 2022 ou un truc comme ça. Il y avait une date, je ne sais plus quand c'était. Et en fait, il y a eu un débat et on parlait d'elle comme celle qui avait le totem Charlie. Et en fait, il fallait rien lui dire parce qu'elle avait cette protection Charlie alors qu'elle était plus dedans, elle était en train de se faire licencier, machin. Donc ça avait fait à l'époque beaucoup de bruit sur Twitter et sur TPMP. Et en fait, il est là le problème, c'est qu'elle a menti. Lorsque son avocat écrit sur Twitter, ce sont des questions que j'ai posées. Je ne suis pas seulement venu avec des affirmations, mais quand son avocat écrit sur Twitter qu'à la suite de nombreuses plaintes, à la suite de combats extrêmement importants contre les islamistes, etc., Zineb El Razoui autorise un fonds de caisse, c'est-à-dire un financement de ses frais d'avocat, etc., à hauteur de 90 000 euros, alors qu'au même moment, elle est propriétaire d'une villa à plus d'1 200 000 euros au Maroc. Là, je me dis, bon, il y a quand même quelque chose qui cloche. La deuxième chose, c'est que Zineb El Razoui n'était pas forcément sous protection policière. La preuve en est, c'est qu'elle vivait à Dubaï et que son mari, et c'est là en fait où c'est quand même très étrange, c'est que son mari, je ne vais pas reciter son nom, mais c'est quelqu'un qui est dans la finance islamique et qui s'occupe de la finance islamique de tout le Moyen-Orient et qui vit à Dubaï. Ils vivent à Dubaï et sur son passeport, elle a un visa où il y a écrit « femme au foyer » avec interdiction de travailler. Et d'ailleurs, son mari, le paradoxe de l'histoire, c'est qu'il avait déposé plainte contre l'une de ses femmes pour mauvais traitement. C'est pas un musulman, mais pourtant il a eu le mari de Zineb El Razoui actuellement. Il a eu un certificat de conversion à une mosquée anglaise très emblématique à l'époque qui était qualifiée comme étant radicale, Finsbury Park. Donc c'était une mosquée qui était connue dans les années, je sais pas, peut-être 2000, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une mosquée qui était emblématique. Donc en fait, c'est là où on se pose la question, on se dit, mais si véritablement tu es menacé, et que tu as besoin d'argent, comment ça se fait que tu as une villa à plus d'1 200 000 euros et que tu as utilisé avec un nom d'emprunt, ZIN, et comment ça se fait effectivement que tu as l'audace de vivre dans un pays musulman tout en critiquant les musulmans et en expliquant que tu es sous pression et que tu es sous protection policière. Ce qui était totalement faux. Et je l'ai démontré. D'ailleurs, je n'ai jamais été poursuivi en diffamation. Et je tiens à préciser quelque chose qui est très important, c'est qu'en premier instant, j'ai eu une relaxe. À la suite de pressions administratives qu'il y a eu, parce qu'ils m'ont obligé à pointer une fois par jour au commissariat. Ils m'ont lancé des enquêtes stupides sur la légalité de savoir si les caméras de vidéosurveillance chez Baraka City étaient légales. Donc, ils m'envoyaient la police pour tout et n'importe quoi. À ce moment-là, j'ai décidé de demander l'asile à Erdogan. Et d'ailleurs, El Jazeera en a parlé. Des médias turcs en ont parlé. Et quand j'ai demandé l'asile à Erdogan, c'est parce que Erdogan, qui est un chef d'État quand même, quoi qu'on pense... Là justement, nous, on ne demande pas l'asile à Erdogan, quoi. Vous avez pu contacter directement un président pour lui demander l'asile. Et c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai vu l'info. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Erdogan décrit Emmanuel Macron comme le porte-étendard de l'islamophobie. D'accord. Donc moi, dans ce contexte-là, je me dis qu'il y a une sensibilité politique ou morale et que par survie, je dois surfer sur ça et en même temps porter un coup à une opinion politique qui vise en fait à
à montrer en fait qu'on va étrangler Baraka City contre vents et marées parce qu'elle représente la communauté musulmane et les bénéficiaires dans le monde, on en avait quand même 2 millions. Donc je demande l'asile à Erdogan. Bon, il y a des gens qui y croient pas. Et j'ai le ministère de l'Intérieur turc qui répond dans un tweet venez à Istanbul et on s'occupe de vous. Et donc là, après, on me propose l'asile. Et pour des raisons plus de flexibilité, etc., dans un premier temps, je vais me rendre en Angleterre, je vais dire mon Abyssinie, un pays dans lequel il y a un peu plus de liberté, même si j'ai quand même, et je continuerai, je pense encore, au vu de l'annonce de la chaîne, etc., d'avoir un certain nombre de pressions, des pressions qui m'ont été faites déjà depuis 2016 jusqu'à 2019, où il était communiqué des informations complètement fausses et erronées me concernant aux autorités anglaises. Alors d'aujourd'hui, il faut bien comprendre que le partage des informations dans le cadre des accords internationaux dans la lutte contre le terrorisme, etc., il faut savoir que c'est quelque chose, c'est une sorte de fourre-tout qui permet de, demain, vous fichez S et ensuite de vous faire interpeller à la police aux frontières anglaise ou la police aux frontières. Par exemple, aujourd'hui, je suis interdit de survoler le sol américain à la demande des autorités anglaises, à la demande des autorités françaises. J'ai une fiche Interpol de notification m'interdisant, bon maintenant j'ai fait 10 ans, donc c'est-à-dire que théoriquement c'est révolu, parce que c'était en 2014, mais j'ai une fiche de notification m'interdisant de rentrer en Turquie. Et ça, il faut savoir un truc, je ne suis pas le seul. Il y a vraiment un nombre extrêmement important de musulmans qui sont dans ces situations-là. La seule chose, c'est que moi, j'ai décidé de ne pas rendre invisibles ces problèmes-là, mais bien au contraire, de me faire porte-parole des problèmes que beaucoup de musulmans ont. Je vais y revenir justement là-dessus parce que là, je fais une petite parenthèse un petit peu pour vous présenter. Tout ce qui est Zineb Al-Razoui et les problèmes que vous avez eus, vous avez cité pas mal d'éléments et c'est vrai que malheureusement, j'ai pas les moyens de les vérifier tout de suite et de sortir les sources. Donc évidemment, je dis aux gens, ceux qui regardent, vérifiez, n'hésitez pas, vérifiez, regardez et faites votre propre idée. Sur tout ce qui est... Avec le recul, alors la demande avec Erdogan, finalement, du coup, elle n'est pas passée. Et même s'ils vous ont invité à venir, vous n'avez pas pu y aller. Non, je suis parti. Ils vous ont bien accueilli, la Turquie vous a bien accueilli sous la demande que vous avez faite. La Turquie m'a bien accueilli, la Turquie m'a fait rentrer sur le territoire turc à de haut niveau, à la suite de cette demande qui a été faite. C'est pas malgré l'interdiction d'Interpol et de la pression de la France de ne pas vous laisser... Ils m'ont laissé rentrer. Ok. En fait, ils ont utilisé leur souveraineté pour dire France ou pas France, Interpol, pas Interpol, nous, ce mec-là, on le prend. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Oui. Non, mais oui, bien sûr. Mais surtout, il faut savoir quelque chose. C'est que ce que je disais aux Turcs, c'est que vous savez, on est dans un climat qui est délétère et qui est anxiogène. Où vous savez que vous-même, les Turcs, parce que je me rappelle à l'époque, il y avait des enfants, un enfant de 8 ans ou des enfants turcs qui étaient poursuivis pour apologie de terreau. Donc, quand je leur ai dit ça, je leur ai dit, bon, je pense à un moment donné que même ce qui est dit et puis les caricatures qui sont faites sur le président Erdogan et tout, etc., dans le pays de Charlie et de Voltaire, etc., je pense que vous voyez bien que là, il y a une volonté d'offenser à tout prix, etc. Donc, si moi, je suis pas clean... Vous avez utilisé un petit peu ce truc-là aussi. Parce que c'est vrai qu'il y avait, entre guillemets, cette petite tension, embrouille entre les deux pays. Et dans ce truc-là, vous avez, comme vous l'avez dit, vous avez profité un peu de cette ambiance pour dire, voilà, bah, moi aussi, je suis dans ce truc-là. Est-ce que vous pouvez m'accueillir? Et ils ont accepté. Ouais, bien sûr, totalement. Il faut savoir que après le travail le plus important me concernant qui était à faire, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait faire un travail politique et diplomatique avec des pays pour garantir une certaine sécurité. Alors d'aujourd'hui, il faut savoir que la France, par le biais de son gouvernement, je ne parle pas du peuple français, parce qu'en fait, il joue sur ces mots-là, en disant oui, la France, etc., Monsieur Idriss Sy Ahmedi est un anti-français, etc., ce qui est complètement faux. Sinon, il n'y a aucune aide humanitaire qui aurait été faite sur le territoire français. On a dépensé quand même des millions d'euros pour les SDF et pour les masques FFP2, etc.
quand quand le gouvernement français était en train de mentir au peuple. Il n'en avait pas. Il n'y avait plus de stock. Maintenant, le gros problème, c'est que durant toutes ces années, on a compris que la force de nuisance des autorités françaises, elle est si importante qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle met en projection un islam en Europe qui met les musulmans dans l'embarras et dans l'insécurité. Lorsque le Figaro va faire la une de la Belgique avec comme slogan le Belgiquistan, c'est que là forcément il y a une influence qui est très négative et c'est comme ça en fait avec de concert, hein, c'est un travail qui a été fait de concert avec les médias, les politiques, etc. Nous sommes arrivés à l'apogée de l'émergence de l'extrême droite au pouvoir. Donc dans ce climat-là actuel, oui, bien sûr, il a fallu faire en tout cas des contacts assez importants qui garantissent le minimum quant à notre sécurité. Aujourd'hui, alors j'avais juste une question là qui m'est venue. Vous parlez très bien le français. Est-ce que vous êtes né en France? Est-ce que vous êtes encore citoyen français avec tous les problèmes que vous avez eus? Est-ce que vous avez encore cette fameuse carte d'identité, ce passeport français, ou c'est fini, vous avez été destitué un peu comme d'autres personnes par le passé? Non, il faut savoir un truc, c'est que moi j'ai qu'une seule nationalité, c'est j'ai la nationalité française. Je n'ai pas d'autre nationalité. Donc, ouais, mais c'est fou ça. Ouais, ouais. Moi, je suis né en France. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, t'es pas français, etc. Moi, ma mère, elle a été naturalisée française. Et je suis français, je n'ai pas d'autre nationalité. Bon, pour des raisons administratives et tout, etc. Donc je peux pas, même s'ils peuvent le faire, ça serait quand même surprenant parce que c'est un droit international. C'est-à-dire, il y en a, ils disent oui, mais dans ce cas-là, rends ton passeport. C'est pas, je vais pas être apatride. Je veux dire, mais en tout cas, non, moi je suis né en France. Je suis né à Paris 14e. Après, j'ai grandi en France, j'ai tout fait en France. Moi, j'ai un parcours qui est quand même relativement atypique. Je suis un Français dans la culture. J'étais anciennement, si je vous raconte mon parcours, il est surprenant. Moi, j'étais un ancien bouddhiste. Ensuite, j'étais un breaker. J'ai fait tout un tas de choses. Mais c'est ça qui est surprenant, c'est que vous êtes, quand vous racontez votre histoire, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la mienne. Mes parents, ils ont été naturalisés, je suis français aussi. Donc c'est vrai que moi, je comprends pas pourquoi on vous présente autant comme un terroriste en fait. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous avez encore votre citoyenneté ou on vous l'a enlevé parce que... J'ai encore ma citoyenneté. Même si je pense qu'ils sont en train de réfléchir à se dire mais celui-là, faut qu'on lui retire la nationalité française. Et je vous cache pas franchement que ça me ferait très sincèrement, pour des raisons de sécurité, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Parce que je ne dépendrais plus de la juridiction française. Maintenant, le très gros problème, c'est que en communication, on apprend il y a l'image acquise et il y a l'image conçue. Oui. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conçu une image de moi. Sur la base de propos et sur la base d'un certain nombre de choses qui ont été écrites dans un contexte bien spécifique. Je vais donner un exemple. Et je vais parler sans langue de bois parce que je ne voudrais pas qu'on dise oui, mais Idriss, il a dit ça, mais il n'a pas dit ci. Vous savez, à un moment donné, Tariq Ramadan, il a eu un jugement expéditif sur des accusations pas très claires. Et j'ai jamais connu quelqu'un qui, pour viol, a juste fait uniquement 8 mois de prison. Moi, dès le début, j'avais dit que il fallait que tout le monde, en tout cas, c'est un droit, ça fait partie du droit français, que sa présomption d'innocence soit respectée. Surtout lorsqu'il est en prison et que l'enquête suit son cours. Il avait été mis en prison par prévention. Il n'a pas mis en prison pour condamnation. Ça, c'est très important quand même de le rappeler. Je me souviens très bien. Et il a été libéré 8 mois après, etc. Et lorsqu'on a vu l'ensemble des protagonistes et les personnes qui étaient derrière, et que finalement, il y avait des idéologues comme Caroline Fourest, ou comme des personnes qui étaient proches du sionisme, etc., on avait quand même un petit peu tendance à se poser des questions sur la véracité de l'histoire. Maintenant, le gros problème, c'est que la force de nuisance, en fait, que ce gouvernement a, et cette volonté, en fait, de sortir, entre guillemets, des casseroles ou des dossiers sur
des opposants, parce que Tariq Ramadan, quoi qu'on pense, était un opposant, un brillant opposant, qui avait mis, je me rappelle, lors d'un célèbre débat télévisé, Philippe de Villiers dans ses chaussettes. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, où il était question très simplement de savoir s'il préférait finalement Jésus ou Chirac. Et Philippe de Villiers a dit « Je préfère Jésus ». Voilà. Il y avait un sondage, en fait, pour ceux qui ont oublié peut-être le truc, la vidéo, elle est gravée dans ma tête, c'est qu'en fait, la question était posée, pourquoi les musulmans aujourd'hui préfèrent leur religion plutôt que la République? Et effectivement, Tariq Ramadan rebondit là-dessus et dit, bah, vous, si je vous pose la question, est-ce que vous préférez Jésus ou Chirac? Quelle est votre réponse? Et Philippe de Villiers, effectivement, répond, la réponse est Jésus. Exactement. Exactement. Et donc, en fait, pourquoi ils m'ont rendu radioactif? Mais pour la même raison aujourd'hui qu'ils rendent radioactif LFI, les Verts, les personnes qui siègent à l'Assemblée nationale et qui sont fichées S. Quand vous êtes un opposant à la pensée unique, à la pensée du prince Macron, vous êtes ciblé. Donc forcément, on ne va pas dire, bah écoutez, dans les... Non, pas du tout. D'ailleurs, il s'en vantait, Gérard Darmanin, etc., c'est-à-dire d'utiliser tous les leviers impossibles et inimaginables. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que si j'avais dit quelque chose qui était sous le coup de la loi, j'aurais été condamné pour incitation à la haine, ou j'aurais été condamné pour antisémitisme, ou j'aurais été condamné pour incitation à la haine raciale, ou j'aurais été condamné pour terrorisme, ou j'aurais été condamné pour tout un tas de choses. Mais ils ne m'ont jamais condamné pour ça. Parce que mon dossier n'a jamais pu être judiciarisé, parce qu'il n'y avait strictement rien. Je vais donner un exemple à un moment donné. Comment ça se fait? Je vous coupe, excusez-moi. Vous avez parlé d'incitation à la haine raciale et de condamnation. Il y a des gens comme Éric Zemmour, par exemple, qui sont, eux, condamnés. Des fois, il y a appel, machin et tout, mais voilà. Mais pourtant, ils passent dans les médias beaucoup plus que vous. Par exemple, ils sont invités sur CNews, ils ont une chronique, ils ont une présence télévisuelle, entre guillemets, normale pour une personnalité publique normale. Et pourtant, d'autres, comme Tariq Ramadan, par exemple. D'ailleurs, le professeur, je l'ai invité aussi, j'espère vraiment le recevoir, parce que ce serait vraiment un honneur de le recevoir. En fait, ils sont un peu cancel. C'est-à-dire que c'est vraiment le mot anglais qui définit le truc, ça cancel la personne. Mais Éric Zemmour, lui, malgré les condamnations, par exemple, n'est jamais cancel. Lui, il est présenté à la télé. Et Tariq Ramadan, par exemple, pour l'avoir cité, lui, entre guillemets, il est plus invité. Quand il est invité, je l'ai déjà vu avec Jean-Jacques Bourdin, c'est plutôt un enchaînement plutôt qu'une interview ou qu'on lui laisse la parole gentiment, quoi. C'est plutôt on l'enchaîne pendant 30 minutes et voilà. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai reproché aux musulmans hier. C'est-à-dire que le processus de radioactivité qui vise à rendre indésirable médiatiquement, politiquement, une personne a été fait à un point où les normes, les sémantiques, on ne les comprend plus. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit islamiste, vous savez même pas ce que c'est. Salafiste, moi j'ai toujours réfuté cette appellation farfelue. J'ai dit, je me dis pas salafiste. On m'a dit, mais vous dites quoi? J'ai dit, je me dis musulman. Normal, simplement musulman. Et en fait, ils ont jamais accepté ça parce que ils sont pour exactement ce que je viens de m'en proposer, pour le fait d'invisibiliser les musulmans. Pour effacer en fait la doctrine musulmane avec ses convictions, avec sa croyance, etc. Parce que oui, on en a une. On en a une exactement comme les bouddhistes, même si c'est une philosophie, ils ont un certain nombre de principes, comme dans le judaïsme, comme dans le christianisme, etc. Et ça, en fait, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils en ont parlé, ils ont fait encore des mises à jour. Des mises à jour au-delà du droit constitutionnel qui garantit que nul ne peut être inquiété en fonction de ses convictions religieuses et politiques, même s'il en est prosélyte. Même s'il en est prosélyte. Et ben en fait, on en est arrivé à s'invisibiliser au point où on commence à rougir de notre religion et on rougit finalement des autres qui l'affirment un petit peu trop. Il est là le problème. Donc de l'autre côté, vous regardez que les gens, ils sont à l'aise dans leur basket. Ils vont dire, bah oui, mais en tout cas, Abou Bakr Sissé, qu'Allah lui fasse miséricorde, bah, s'il était pas en France, il n'aurait jamais été poignardé 57 fois. C'est une dinguerie de dire un truc. C'est Éric Zemmour qui a dit ça. C'est Éric Zemmour qui a dit, ces mots précis, c'était très péjoratif, c'était si le Malien n'était pas en France, il serait encore vivant.
Voilà Exactement. Mais le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que ces gens-là, c'est une famille politique. Une famille. Quoi qu'on le dise, une famille. C'est-à-dire que jamais ils vont se lâcher. Et c'est là où les musulmans, en fait, j'ai pu voir, et d'ailleurs je l'avais écrit, hein, il y en a qui disent, à l'annonce de la chaîne, etc., il y en a qui disent, même si je ne suis pas forcément d'accord avec Idriss Yamedi, j'apporte quand même mon soutien, etc. Pourquoi le rappeler? Pourquoi conditionner ton soutien quand eux ne le font pas? C'est ça qui est symbolique. C'est qu'il faut avoir un soutien indéfectible. Je vais donner un exemple très clair. Est-ce que vous avez vu lorsque Marine Le Pen elle a été condamnée? Oui. Comment toute la famille politique. Alors que c'est une condamnation, mais une condamnation. Le juge a été menacé. Lorsque vous regardez Nicolas Sarkozy lorsqu'il a été condamné, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a dit « il a toute ma confiance et je lui apporte mon soutien le plus absolu ». C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont condamnés par la justice pour des faits qui sont extrêmement graves et ils ont le soutien le plus absolu de ce qu'ils appellent et ce qu'ils donnent à l'Assemblée nationale, leur famille politique. Et c'est là où je dis la communauté musulmane, elle devrait s'émanciper et dire « nous sommes une communauté, n'en déplaise, nous sommes une communauté ». On espère en tout cas conjuguer avec les musulmans, non-musulmans, etc. Ah, ils ont sorti des salades expliquant qu'en fait, on est xénophobe et qu'on ne veut pas des autres, alors que c'est eux qui se sont radicalisés avec l'islam. On va parler du média après, hein. C'est une grosse partie que j'ai réservée, donc c'est vrai qu'on va en parler après. Mais effectivement, il n'y a pas de... J'ai eu une discussion avec Fabrice Divisio, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un avocat très médiatique qui était sur TPMP à l'époque. Et il disait en fait que finalement, Marine Le Pen, tout ça, c'est des condamnations qui sont véridiques et il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc c'est vrai que cautionner, là, comme vous dites, être à tout prix derrière ça. Aujourd'hui, le RN, il faut dire ce qui est, ils sont, entre guillemets, numéro 1 dans les sondages, dans les trucs pour 2027. Et c'est vrai qu'il y a des opposants politiques. Je pense notamment à Juan Branco, qui, il y a quelque temps, a été, je ne sais pas comment dire, empoisonné. Oui, voilà, empoisonné. Il a été attaqué. On ne sait même pas ce que c'est. Enfin, il est tombé malade. Il ne peut plus parler pendant quelques temps, là, forcément. Il y a des podcasts qui sont sortis, etc., où il exprime ses idées et son programme. Mais effectivement, on voit des petites choses comme ça, ici et là, qui font un peu peur quand même. Quand on voit que soit vous faites cancel, soit on vous empoisonne, soit on vous met de côté, soit malgré les condamnations, voilà, d'autres sont en place, on se pose des questions. Là où j'essaie de jouer mon rôle à moi et de proposer un média libre, parce que je fais tout seul, donc j'essaie de donner la parole à tout le monde et le proposer sur les réseaux sociaux pour que les gens se fassent leur propre idée. Mais j'ai pas l'impression que l'État, ça soit ça. Et les personnes comme Juan Branco qui proposent vraiment de donner la parole au peuple et pas de faire des classes politiques, comme vous avez dit, des familles politiques, eux, sont empoisonnés. Exactement. En fait, c'est le principe... on est dans la même logique que ce que Darmanin et les autres, ou même à l'époque Manuel Valls sur le plateau de Laurent Ruquier souhaitaient à tout prix, hein, le choc des civilisations. Ils sont pour ça. Lorsque vous regardez, j'extrapole pas, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque vous avez une personne qui va tuer plus de 50 musulmans sur une île, à l'autre bout de la planète, et qui va filmer ça sur Facebook, qui va tuer des enfants, qui va tuer des femmes, qu'on va retrouver des commentaires abjects sur X, où il est écrit œil pour œil, dent pour dent, et que de l'autre côté, vous voyez qu'en fait, ce gars-là, dans ses mémoires, il dit l'élément déclencheur a été la défaite électorale de Marine Le Pen, et qu'il a été, et que son idéologue était Camus, et que c'était un donateur de Génération Identitaire, dont le fondateur est Damien Rieu. Vous vous dites quand même qu'il y a une influence qui va jusqu'à l'autre bout du monde. Et ça, en fait, c'est la raison pour laquelle on pense à l'heure d'aujourd'hui que le média, il est extrêmement important parce qu'il nous permet justement de lutter contre ce monologue, d'apporter un contre-pouvoir démocratique, de venir avec une autre version de l'histoire, de donner la parole à ceux qui sont commentés. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, à l'heure d'aujourd'hui, je pense, de fédérer la communauté musulmane, justement, en faisant prendre conscience aux esprits qu'il y a eu, que tout ça a été à des fins politiques, haineuses, xénophobes, et qui était complètement
et qui sont complètement hostiles à l'égard de l'islam et des musulmans. C'est pas ma conclusion. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus aucune école musulmane qui est subventionnée par l'État. Il y a eu une école là, qui apparemment a fermé, Averroès, c'est ça si je ne me trompe pas? Il y a eu Averroès, il y a eu Kindi, il y en a eu pas mal. Ouais. Alors qu'il y a par exemple des députés comme David Guiraud de LFI qui disaient qu'il y a des écoles par exemple juives où il y a des problèmes, effectivement, il y a eu pas des condamnations, mais il y a eu des plaintes, etc. et qui, qu'elles ne ferment pas. Est-ce que vous vous sentez un petit peu, je sais pas, mis de côté ou je ne sais même pas comment on appellerait ça? Est-ce qu'il y a une... Ah ouais, marginalisé. Marginalisé, ouais, exactement, c'est le mot. J'ai été marginalisé, bien sûr. Mais c'était l'objectif. Vous, mais les musulmans en général en France? Oui, moi j'ai... Alors, pour moi, ce que je représente, et les musulmans, nous avons été marginalisés, bien sûr, c'était le but. Pourquoi ils ont dissous les organisations? Pour nous rendre tétraplégiques. Pour être dans la capacité... Il y a Génération Identitaire, ils ont aussi été dissous, je crois. Oui, Génération, ils ont été dissous, mais pour apporter une forme plus ou moins d'équilibre. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils ont un parti politique. Alors bon, ça ne s'appelle pas Génération Identitaire, mais ça a été créé par un chroniqueur, Éric Zemmour, qui dilue, avec des condamnations, qui dilue des pensées haineuses, etc. et avec des stratégies politiques, avec le Rassemblement national. Lorsque vous regardez le gars qui a été dissous, le fondateur de Génération Identitaire, Damien Rieu, vous regardez ses capillarités avec le Rassemblement national et à l'époque avec Reconquête, vous dites franchement, pour une dissolution, il est plutôt, celui-là, il est pas, c'est pas marginal. C'est-à-dire que nous, on a été mis de côté justement de manière à nous neutraliser. C'était une stratégie qui a été mise en place et nous, en tout cas, on avait déjà écho de ça en 2016 parce qu'on avait déjà des fuites et c'est la raison pour laquelle en 2017, à la suite d'une assemblée générale extraordinaire et d'un conseil d'administration qui a été validé à 100% des voix, on a fait une modification statutaire qui dit qu'en cas de dissolution administrative ou judiciaire, l'ensemble des avoirs et le siège sera transféré en Angleterre. Donc Baraka City a été créé en Angleterre, donc je suis à l'heure d'aujourd'hui directeur qui, en attendant qu'il puisse dégeler les fonds, en tout cas on va le contester très prochainement, parce qu'on a beaucoup d'arguments, qu'on puisse récupérer les avoirs des musulmans, très simplement. Finalement, en fait, les dons qui avaient été faits à Baraka City ont été gelés, et là vous essayez de mettre Baraka City en Angleterre, et de récupérer les sous qui ont été donnés et de continuer l'association? Alors, pas vraiment. Baraka City, en fait, on pense que ça a été avec l'équipe avec laquelle je travaille, une formidable équipe, en l'occurrence Esdine, qui est le directeur général de Safa Center, et d'autres personnes. On pense que Baraka City, en fait, ça a été une réponse humanitaire, mais que cette réponse humanitaire, maintenant, elle est insuffisante face à la situation que les musulmans vivent dans le monde, ou plus particulièrement que les crises qui existent dans le monde, notamment à Gaza. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'avais donné un exemple, si vous voulez nourrir tous les Gazaouis sur une base approximativement sur le repas actuel, avec l'inflation actuelle, sur une base de 9 €, il faudrait entre 2 et 3 milliards approximativement par an. Donc on voit qu'en fait, il faut repenser en fait un plan économique. Donc c'est pour ça qu'on a pensé aussi au plan à une société d'investissement, les holdings d'investissement. En fait, ce travail de lobbying que eux font et que nous n'avons jamais eu, et qui nous permettrait finalement justement de mettre en place, d'avoir l'acquisition sur des sociétés qui appartiennent à la communauté musulmane, ou dont la communauté musulmane serait propriétaire avec de l'actionnariat. En gros, c'est des musulmans qui sont actionnaires, ou d'autres personnes, ou même des non-musulmans qui seront les bienvenus, qui sont actionnaires. Et avec ces bénéfices, on pourrait justement, en plus d'être propriétaire de ces sociétés-là, on pourrait mettre une taxation qui est Zakat al-Mal, 2,5%, et qui serait justement donnée à des personnes qui sont dans le besoin. En tout cas, c'est la conclusion que j'en ai fait avec Baraka City. Et en tout cas, on pense que le schéma de la donation est trop restrictif et il ne nous permet pas d'être compétitifs et être à la hauteur des crises majeures que nous vivons dans le monde. Donc Baraka City était une histoire, ça a été... un début. Ça a été un début, exactement. Ça a été un début.
Exactement, ça a été un début. Bon, je vais rebondir un peu là-dessus pour l'histoire, enfin ce que vous dites, parce que c'est sûr qu'il y a financement, etc., crédit, et on sait que dans le monde musulman, c'est très mal vu, donc je vais revenir peut-être sur ça après. Mais là, je voulais dire, j'ai sorti un podcast il y a quelques jours, là, le titre c'est Les musulmans sont-ils en danger en France? Et les commentaires que j'ai eu sur TikTok, certains, c'est en gros, barrez-vous. En gros, si vous n'êtes pas content, et que bah, la France, voilà, la France, elle est ce qu'elle est, partez de la France. Il y en a qui ont même appris le mot hijra et ils disent faites la hijra, partez. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Je vois que ça vous fait sourire, mais c'est vrai que est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aux musulmans ou est-ce que vous conseillez au contraire de rester en France et entre guillemets sur le plan des idées, bien sûr, se battre? Ça serait vraiment déplacé et paradoxal. Moi qui suis parti de la France pour des pressions, ça serait paradoxal et complètement tordu de dire aux musulmans non, restez en France. Mais néanmoins, ceux qui ont les moyens de partir et de vivre leur foi de manière épanouie, etc., bien évidemment, si vous avez les moyens, c'est pas moi qui vais vous dire non, ne partez pas. Parce que, je vous confirme, l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Surtout lorsque vous êtes dans un pays où il y a un matraquage médiatico-politique concernant les musulmans. Maintenant, je pense que même si demain vous vous retrouvez en Thaïlande, là en l'occurrence on a pu voir un TikToker qui habite en Malaisie, c'est un jeune Malaisien. C'est pas un jeune Malaisien, c'est un jeune qui habite en Malaisie sur TikTok. Exactement. Et ben vous regardez, il passe sur BFM TV. C'est-à-dire que demain, vous pouvez vous retrouver même sur les îles Bermudes, ils vont parler de vous. Et c'est pas des blagues ce que je suis en train de dire. C'est pas des blagues. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il faut bien comprendre un truc, c'est que nous sommes une communauté, nous sommes attaqués parce que nous sommes une communauté et parce que nous sommes musulmans pour nos principes. Et par conséquent, il va falloir qu'on puisse conjuguer ensemble. Alors effectivement, là, on a parlé de Ray, mais Ray, c'est quelqu'un sur TikTok qui effectivement... Moi, il me dérange pas. Effectivement, enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est quand même un jeune qui a des propos durs. C'est-à-dire qu'il est très noir ou blanc, quoi. Vous voyez, il n'y a pas forcément parfois de nuances, voilà, il y a des avis, des écoles, etc. Sur la question de l'islam, il est très dur et il est très... et c'est vrai que ça plaît pas. Effectivement, ça plaît pas. Encore moins au gouvernement. Et bah, c'est sûr que ce genre de créateur de contenu... J'ai envie de voir, est-ce que, par exemple, récemment, on a vu, rien à voir, hein, mais un créateur de contenu où son compte a sauté malgré 1,2 million de followers parce qu'il proposait du contenu pour adultes, machin et tout. J'ai envie de voir maintenant si Ray, est-ce que son compte qui a 300 et quelques mille followers, est-ce que lui aussi va sauter aussi facilement à la demande d'un ministre? Parce que le créateur de contenu, Adé Laurent, je l'aime pas entre guillemets dans le contenu, j'aime pas ce qu'il propose, mais c'est la liberté. C'est-à-dire qu'il avait son compte, il avait son contenu, etc. Il a été banni de TikTok, donc d'une certaine partie de ses revenus aussi, sur un claquement de doigts d'une ministre. Donc est-ce que Ray va sauter aussi facilement parce qu'on a parlé de lui sur BFM et qu'on en a fait toute une histoire parce que c'est un mec, comme dit, un peu dur dans les propos parfois. Mais ça, c'est la suite logique. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'expliquer que pour des raisons sécuritaires, et de bon sens, des raisons morales, éthiques, républicaines, pour des raisons pour être sous couvert de principes républicains, etc. Ils vont fermer des comptes TikTok, mais ça vous allez le voir. Sur ça il n'y a même pas de doute, ou même des chaînes YouTube, etc. Sur ça il n'y a pas de doute. La liberté d'expression à l'heure d'aujourd'hui c'est devenu une farce. On le voit notamment avec l'apologie de terreau qui a été lancée contre des contestataires, des personnes qui sont contre le génocide à Gaza et qui ont des condamnations parfois à tout va ou qui ont des perquisitions musclées. Et quand vous regardez les profils, ce sont des historiens. Je pense à, excusez-moi, mais j'écorche son nom, mais Burga, qui a été relaxé d'ailleurs, si j'ai bien compris, et je suis très content, mais il a quand même été poursuivi. C'est-à-dire que combien de personnes ont été poursuivies pour
pour apologie de terrorisme. Lorsque vous regardez, d'ailleurs, LFI avait fait une bonne proposition où ils avaient ils avaient proposé en fait d'enlever ce texte de loi, d'abolir ce texte de loi apologie de terrorisme qui a été lancé, qui avait été impulsé par Bernard Cazeneuve, parce que c'est un fourre-tout. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que on a à l'heure d'aujourd'hui des textes de loi un petit peu fourre-tout avec des compréhensions, avec des synthèses qui sont faites par un certain nombre de personnes qui permettent de donner des interprétations un petit peu farfelues et qui vont finalement nous rentrer dans la case terreau. Donc, ouais, je pense qu'il va y avoir un tournant en termes de liberté d'expression, etc. Je pense que si j'en parle, c'est parce que David Guiraud, il a dit quelque chose à l'Assemblée nationale de très vrai. Il a dit, en interpellant un ministre, il a dit, vous avez puisé sur tout l'arsenal judiciaire et administratif sur la question de l'apologie de terrorisme. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au même moment, vous voyez qu'il y a des associations françaises, franco-israéliennes, qui vont mettre en place des dons déductibles d'impôts pour pouvoir financer des soldats franco-israéliens. Alors là, on ne comprend pas trop la logique parce que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le commanditaire, Netanyahou, pour crime de guerre. Et au même moment, on a les exécutants qui sont sur le territoire français qui ne sont pas poursuivis. C'est-à-dire que là, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de l'apologie de je ne sais pas quoi. C'est des gars qui ont commis des crimes de guerre. Dans la logique. Là, c'est très clair là-dessus. Et c'est vrai que pour ceux qui nous regardent, il faut qu'ils le sachent, parce qu'il y a des créateurs de contenu aussi. Je pense à Yenei, je pense à une fille aussi qui l'avait dit. Quand vous parlez trop de la Palestine sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, bah, vous prenez des pressions et on vous dit gentiment que bah, voilà, si tu veux continuer à faire des TikTok, à faire des contenus, à gagner de l'argent avec les partenariats, évite de parler de ça. Et effectivement, bah, quand on est jeune et que certains jeunes sur TikTok, moi je suis plus si jeune que ça, mais certains jeunes, quand ils reçoivent ce genre de petits coups de pression, et quand on leur dit bah, on va t'enlever un réseau, on va t'enlever de l'argent et tout, bah, ils cèdent un petit peu. Donc c'est là où ça me permet d'enchaîner un peu sur cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, vous annoncez la création d'une chaîne musulmane européenne avec un financement de 15 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez, bah maintenant c'est vraiment, on est dans le cœur du sujet parce que j'ai vu pas mal de trucs traîner sur Twitter et je vais vous en parler après. Quel est pour vous l'objectif de la chaîne? Est-ce que vous en êtes le patron? Est-ce que vous en êtes l'actionnaire? Est-ce que vous en êtes dans l'équipage principal avec d'autres? Comment ça se passe? Alors moi en fait, comme c'est écrit sur mon compte Twitter. X, moi je suis directeur général adjoint chargé de la stratégie. C'est-à-dire en gros tout ce qui va être la stratégie financière, marketing, politique, interne et tout, etc. Ça c'est ce pourquoi c'est ce que je drive à l'heure d'aujourd'hui au sein de l'organisation Safra Center. Au niveau de la chaîne, après, c'est mon média. Ça fait 20 ans que je fais ça. Parce que juste avant la dissolution de Baraka City, on avait déjà ce plateau de télévision qui a été pris. Il est gelé, mais bon, en fait, ils ont vendu le bâtiment à hauteur de 3 millions d'euros. Mais on avait déjà le plateau TV qui était déjà mis en place. On avait déjà ce projet-là. Sauf qu'on n'avait pas, en fait, un financement qui était tout aussi important. Donc, en fait, ce qui est très important, et je voudrais vraiment, s'il vous plaît, que ce passage-là, il tourne. Il y a, comment il s'appelle? Une personne qui s'appelle, parce que je l'ai vu ça sur TikTok, qui s'appelle, je le remercie d'avoir en parlé, hein, il s'appelle le coach, ça s'appelle Coach Didi Éducation. Ouais, voilà. Il y a plusieurs comptes, mais effectivement, il parle de beaucoup de sujets. Il parle de la Palestine, il parle de beaucoup de sujets que les médias ne parlent pas. Et effectivement, il a parlé de vous. Exactement. Ouais. En fait, il y a un truc que je voudrais préciser. Nous, l'objectif, c'est que, bien évidemment, comme I24 ou CNews ou BFM TV, on va avoir un public qui, peut-être majoritairement, sera musulman. Mais il n'est pas limité uniquement à la communauté musulmane. Son objectif, c'est vraiment d'arrêter tout monologue. C'est-à-dire que demain, il est très fort probable qu'on puisse même avoir des personnes, des opposants d'extrême droite, qui puissent venir sur le plateau de télévision pour qu'on puisse éventuellement débattre, mais avec un temps qui soit équitable et réparti. C'est-à-dire qu'on soit dans des règles qui soient intellectuellement correctes. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais chacun pourra se faire son idée et chacun ensuite pourra déduire qui a eu tort ou qui a eu raison.
Le problème étant, c'est que maintenant, les musulmans ne sont même pas invités, sinon, si ce n'est pour qu'ils se justifient des versets du Coran qu'ils ont peut-être likés en 2018 sur Twitter. Donc en fait, le gros problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est que ce monologue et cette hystérie politique et médiatique, elle nous laisse aucune autre option en fait que de lancer en fait cette chaîne-là. Donc moi, je vais avoir la responsabilité, et c'est pour ça que je pense que je serai dans la logique des choses, ce qui est logique. Ils vont pas avoir d'autre choix que de me cibler moi à titre personnel, parce qu'ils savent que je suis entre guillemets l'artificier de ce truc-là, comme je l'ai été pour Baraka City, mais pour le média qui, là, pour le coup, le financement de 15 millions d'euros, c'est pas un financement qui est sorti de notre chapeau. C'est un financement qui est tout aussi compétitif que les concurrents qu'on a en face de nous à l'heure d'aujourd'hui. BFM TV, c'est 15 millions d'euros. I24, c'est 50 millions de dollars. Donc, en fait, on est sur des... Et on peut très facilement, je pense, on peut monter à des sommes qui soient beaucoup plus importantes parce que ça va déboucher sur tout un tas de choses et surtout, ça changera les grandes lignes sociétales en France et en Europe. Donc, je pense que ça va faire un bien fou. L'idée maintenant, parce que pour répondre à Coach Didi et d'autres personnes qui ont dit oui, bon, après, est-ce que il a dit on n'est pas pour... il se félicite de la chaîne, mais après, il y a une question de savoir est-ce que c'est une chaîne qui va promouvoir l'extrémisme, etc. Absolument pas. Plutôt la spiritualité. Pour les musulmans, avec des débats sociétaux, avec des débats politiques, avec des programmes. Il y en a, ils ont été choqués qu'on puisse avoir des programmes pour les femmes. Ça, c'est complètement dingue. Vous avez marqué que ça allait être présent dans 3 pays. Et effectivement, une information claire et indépendante. Vous avez proposé des débats de société, des programmes humanitaires, des contenus religieux aussi, des films documentaires percutants, un bouquet de films ou produits ou coproduits, des dessins animés éducatifs, des programmes dédiés aux femmes. Donc, ça sous-entend dédiés aux femmes uniquement. À moins qu'il y a, je sais pas, peut-être il y a des hommes, ils aiment bien couper des oignons, alors ils aiment bien regarder Choumicha ou des trucs comme ça. Après, moi, je sais pas. Tout le monde a dit ça vraiment pour dire c'est vraiment pour les femmes, la sensibilité féminine. Ça peut être, par exemple, sur des questions, je sais pas moi, des questions de mode, sur des questions de sport, sur des questions de tout un tas de choses. Bon, apparemment, moi, je sais pas, parce que dans ce pays, il y a vraiment de tout. Et je respecte, on est dans un pays pluriel, mais s'il y a des hommes qui ont envie de regarder des programmes pour femmes, bon ben ils le feront. Mais c'est pour femmes, voilà. On vous dira que oui, en France, la télé c'est pour tout le monde. Non mais attendez juste un truc. Le magazine Elle, c'est pas pour les hommes. Oui. Je veux dire, il y a des magazines où il y a des sites web, excusez-moi, mais ils sont orientés pour les hommes, pour les femmes, lorsque c'est sur des questions sur des questions par exemple de sport, ou c'est sur des questions de tout un tas de choses. Ouais, donc il y avait je sais plus, je connais plus trop les émissions, moi je regarde plus la télé, mais voilà, en tout cas les gens ils ont bien compris. Mais bon, là ils ont dit d'accord, donc les femmes là encore c'est à part. Voilà, bon, ça c'est intellectuellement parlant, c'est très malhonnête, mais ça surprend pas, c'est normal, parce qu'on est encore dans le monologue qui vise encore à expliquer que nous sommes les Sarrasins du Moyen-Âge et qu'on dévalorise la femme, etc. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous faites une promesse qui est assez forte, je trouve. Cette chaîne existera, elle sera une réponse forte face à ceux qui propagent la haine. Le monologue est fini, les médias et politiques auront une réponse et seront connus comme ils nous ont fait connaître. Qu'est-ce que ça veut dire le truc du... Ils vont nous connaître, enfin, comme ils nous ont fait connaître. Alors, c'est très important et je voudrais vraiment expliquer quelque chose. On nous a mis des micro-perches. On nous a mis sur le nez. On nous a mis des caméras en face du visage. On a enquêté sur des librairies musulmanes. On a enquêté sur des salles de jiu-jitsu en reprochant aux hommes d'être des islamistes ou des séparatistes, parce qu'en fait, lorsqu'ils prenaient leur douche, ils n'enlevaient pas leurs sous-vêtements. Donc en fait, à la fin, on se pose une question. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Qui sont ces protagonistes? Et si moi je pose ces questions-là, c'est parce que lorsqu'on s'est penché, ou lorsqu'on s'est penché sur la question de Zineb El Razoui, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait quand même pas mal de fric, et que celle qui disait
être extrêmement protégée par le système tellement elle était menacée, ben, en fin de compte, elle vivait à Dubaï. Qui est Shelroumi? Qui le finance? Qui est Manuel Valls? Qui est Rotaillot? Ils veulent jouer sur les capillarités? Ben, dans ce cas-là, ça serait bien de faire quelque chose comme Élise Lucet. J'avais même proposé que ça soit même une sœur qui puisse faire le petit rôle de Élise Lucet comme ça. Et puis de poser des questions à droite à gauche à ces personnes-là, etc. Je pense en tout cas que c'est important à l'heure d'aujourd'hui qu'on puisse être dans le contradictoire. Vous savez, lorsque on pointe du doigt une personne, il y a 3 autres doigts en notre direction. Le problème étant, c'est qu'on n'a jamais eu l'arsenal qui nous a permis aujourd'hui de montrer que de l'autre côté, bah, il y a des casseroles parfois, et que sur la question de l'exemplarité, parce que finalement c'est ce qui nous est reproché, c'est que les musulmans ne sont pas suffisamment exemplaires et qui sont incompatibles avec la République, et ben, on pourra venir avec des débats sociétaux. Pourquoi il y a une hystérie? Qui sont les instigateurs? Exactement ce qu'a fait un journaliste qui s'appelle Benjamin sur BFM TV, qui à un moment donné a rappelé, bon, j'ai trouvé ça un petit peu fourbe, parce que les responsabilités sont partagées, hein. Ils ont fait ça de concert. Mais BFM TV qui avait reproché à Rotaillot sur le plateau de télévision, si ses propos comme à bas le voile n'étaient peut-être pas ne contribuaient pas à un climat anxiogène, voire à la mort de notre frère Abou Bakr. Donc en fait, finalement, lorsqu'on regarde, il y a plein de questions qu'on a en tête. Comment ça se fait que Rotaillot a dit à bas le voile dans ce meeting? Qui a financé ce meeting? Est-ce qu'il y avait des lobbies derrière? Qui étaient les financeurs? Et qui sont les financiers? Et tout ça, c'est important de le comprendre, parce que ça va nous permettre en fait de dire très bien, nous comprenons enfin pourquoi il n'y avait pas de neutralité dans le travail que vous mettiez en projection. Parce que derrière, en fait, il y avait des idéologues. La neutralité des grandes chaînes, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, donc je vais le dire quand même dans cette question-là. Je voulais juste rebondir sur certains commentaires de certains musulmans qui ont dit, qui sont peut-être questionnés, c'était peut-être pas de la moquerie, je sais pas, je l'ai vu sur TikTok. Ils ont dit, ah ouais, super, sur la chaîne, il n'y aura que des Bassem et des Chalgoumi. Et du coup... Non, plus sérieusement, voilà. Je peux répondre. Plus sérieusement, je vais répondre plus sérieusement. Non, pas du tout. On espère en tout cas inviter des hommes politiques très importants. On a des noms en tout cas très importants, des figures très importantes, des figures aussi internationales très importantes. Donc voilà. C'est pas parce que, vous savez... Il faut éclairer là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai vu ça et je me suis dit non, c'est pas possible que ce soit, mais ils ont levé 15 millions, c'est pas pour, pour faire des... Non, en fait, il faut bien distinguer quelque chose. TikTok, ça n'est pas quelque chose de professionnel, c'est un public, c'est des gens qui ont envie de décompresser après le boulot, ils ont envie de parler, de rigoler. Donc vous pouvez pas dire parler comme un présentateur avec les mains comme ça, regarder face caméra, c'est pas possible. TikTok, c'est un autre style de communication. Un plateau télévision comme Al Jazeera, etc. Là, on a des personnes, on a des figures importantes pour des sujets importants. Non, bien évidemment, on ne va pas inviter... D'ailleurs, Bassem, sauf erreur de ma part, il a déjà des personnes qui l'invitent de l'extrême droite, etc. Donc non, en tout cas, il n'est pas du tout prévu, absolument pas. Non. Mais par contre, je pense que ça sera intéressant. Je pense que ça sera intéressant, en tout cas, d'inviter, par exemple, des personnes de la gauche et de la droite. Je parle de députés et de sénateurs. Pourquoi? Justement pour que les musulmans puissent être un petit peu rassurés ou pas sur la sincérité de leurs engagements dans le mandat qui leur est confié. Bien sûr, je voulais vraiment poser cette question-là pour que ce soit clair et net pour ceux qui ont des réticences un petit peu à avoir un média. Dès qu'on appelle un truc musulman, de toute façon, ça fait peur. Donc en France, c'est pour ça que je voulais mettre ça au clair. Et ma question suivante, c'était par rapport à, pour que les gens le sachent, il y a des médias comme C8, CNews, qui appartiennent par exemple à Vincent Bolloré, ou BFM TV, qui appartient à Patrick Drahi via le groupe Altis. Votre média à vous, à qui il appartient? Et est-ce que lui, comme les médias que je viens de citer, il y a forcément une sorte de pression politique, des fois communautaire, pour tenir une certaine ligne éditoriale? Comment ça se passe chez vous? Ces 15 millions, les gens savent que l'argent régit beaucoup de choses, même les chaînes télé, les journaux, etc. Donc cet argent, on peut se poser la question d'où est-ce qu'il vient et est-ce qu'il aura une incidence sur votre ligne éditoriale?
Est-ce que vous allez, comme vous avez dit tout à l'heure, inviter, par exemple, hein, je parle des gens d'extrême droite, des Zemmour, des Marine Le Pen, des Jordan Bardella, des gens qui sont littéralement contre les musulmans, en tout cas, les musulmans qui citent comme extrémistes? C'est une très très bonne question. Le financement, en fait, il viendra de holdings d'investissement, donc de sociétés d'investissement. Il y en a plusieurs. Et la question aujourd'hui qu'on pose, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y a Altis, il y a Bouygues, il y a Vivendi, plusieurs groupes et holdings d'investissement, ce sont eux les patrons, avec les actionnaires. Par exemple, BFM TV, il y a des actionnaires. Et donc, en fait, on en arrivait à la conclusion, la manière la plus sûre de sécuriser une chaîne, c'est qu'elle appartienne à la communauté musulmane elle-même. Donc, nous, on a cette capacité, à l'heure d'aujourd'hui, de faire une injection financière très importante à hauteur de 15 millions d'euros. Mais la communauté musulmane, elle peut, en tout cas, par le biais de la holding d'investissement qu'on va mettre en place, elle pourra avoir des parts dans cette société-là, c'est-à-dire dans la chaîne, et donc être propriétaire de la chaîne. C'est-à-dire, en d'autres termes, on va dire qui sont les financeurs, qui sont les personnes qui ont financé cette chaîne-là. En d'autres termes, ce sont les actionnaires de la communauté musulmane. Donc, on a en tout cas un fonds de caisse qui est important, avec des capitaux qui sont importants, mais on pense en tout cas que le moyen le plus sûr par rapport à la question de l'indépendance, ce qui est très important, par rapport à la question de l'indépendance, on pense qu'elle doit appartenir uniquement à la communauté musulmane et elle ne doit pas à un groupe qui appartient, un groupe financier, une holding d'investissement qui appartient à la communauté musulmane et aux non-musulmans, même aussi, qui seront les bienvenus, aux épris de justice, etc. et qui finalement auront les pleins pouvoirs en fait sur cette chaîne-là. En termes de comment dirais-je, de ligne éditoriale. Voilà. Ok. Non, mais c'est très clair parce qu'il y en a qui posaient des questions. D'ailleurs, j'ai vu une question passer sur Twitter, sur cette chaîne, sur votre chaîne, qui disait est-ce que l'Arcom aura la main dessus? Est-ce que ça sera contrôlé par comme en France, où les chaînes sont contrôlées, et comme C8 a été fermé, comme Énergie 12 a été fermé, machin. Et parfois, ils sont sanctionnés. Quand il se passe un truc, C8 avec TPMP ont été pas mal sanctionnés à coût de millions d'euros. Est-ce que votre chaîne à vous sera soumise à une institution comme ça, médiatique, de contrôle médiatique? Si oui, laquelle? Sinon... Non, absolument pas. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous vivons à l'ère du digital. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelque chose, le satellitaire, au-delà du fait que c'est trop coûteux, c'est trop restrictif et on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des chaînes qui diffusent et qui n'ont pas forcément besoin d'être présents sur le satellitaire. Très concrètement parlant, si vous faites un sondage, vous demandez aux musulmans est-ce que vous voulez la regarder sur votre télé, ils pourront, mais à travers une application. Donc elle sera faite à travers une application et à travers, exactement comme elle fait Al Jazeera, elle sera disponible sur Twitter, elle sera disponible sur X, sur YouTube, sur Facebook, c'est-à-dire elle sera retransmise en live sur tous les canaux, sur tous les réseaux sociaux, et elle sera retransmise bien évidemment aussi sur, comme Al Jazeera, sur notre propre plateforme à nous. Mais après, nous, on n'aspire pas à être en fait sous l'Arcom, etc. Pour nous, c'est trop contraignant, trop coûteux, etc. Donc, s'il y aura quelque chose, et je tiens quand même à rappeler quelque chose, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais non, mais faut savoir qu'il faut des autorisations, etc. Il y a France 24 et TV5 Monde qui diffusent depuis l'étranger. I24, I24 est une chaîne israélienne qui fait d'ailleurs la promotion du sionisme et qui est en français. Donc c'est ça, et qui est basée en Israël. Donc c'est vraiment pour dire que on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Maintenant, c'est sur les canaux de diffusion. On pense que la communauté musulmane et les non-musulmans, à 99%, ils sont plus connectés sur le digital, sur les réseaux sociaux. Et donc, ils vont pouvoir nous trouver à travers une multitude de choses, en l'occurrence, dans plusieurs pays, en français, et dans les pays francophones.
à travers une application, les réseaux sociaux et d'autres choses qu'on dévoilera ensuite au bon moment parce qu'on sait que leur souci, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, ils essayent de se précipiter à bannir des influenceurs ou des je sais pas quoi. Donc, il sera en tout cas pour eux très important de tout faire des pieds et des mains pour pouvoir interdire ce truc-là. Mais là où ça va être très compliqué, je pense, c'est que si nous arrivons à capitaliser suffisamment de musulmans et de non-musulmans, et qu'on arrive à démocratiser une chaîne, à dire que c'est la chaîne du peuple, c'est pas possible. Ça va être un conflit politique majeur. Quand c'est une chaîne qui est représentée seulement par 100 000 personnes, ok. Mais quand c'est 2, 3, 4, 5, 7 millions de personnes, sachant que je pense, au vu des invités qu'on va avoir, des sujets qu'on va aborder, du sérieux de la chaîne, c'est pas une petite... quand je parle de chaîne, c'est pas juste un petit... c'est une vraie chaîne comme Al Jazeera. C'est-à-dire avec un vrai plateau. Je sais pas si c'est des vraies photos, mais les photos que vous avez postées sur votre Twitter, c'est pas des blagues, hein, c'est une vraie chaîne, il y a des... Non, les plateaux sont énormes. Il y a des personnes, donc il y a des personnes qui ont dit oui, non, c'est des fausses photos, etc. Non, c'est des vraies photos. Elles sont à Londres. Elles sont au centre de Londres. C'est des vraies photos. En fait, c'est des studios sur lesquels on est en train de faire en fait des acquisitions. C'est des studios d'enregistrement parce qu'il faut savoir qu'il y a un studio, c'est comme, je vous donne un exemple, il y a le décor TPMP, après il y a le décor JT, après il y a le décor... donc en fait, c'est des gros hangars. Ce sont des gros hangars, mais qui sont spécialisés. Il y a des studios, comme par exemple BBC Studio ou d'autres, ils sont spécialisés dans ça. Donc en tout cas, ceux qui posent la question, ils disent oui, mais c'est à Londres. Les photos, ils disent non, c'est des photos fake. Non, c'est à Londres. Regardez bien, c'est à Londres, au centre de Londres. Les photos sont vraies, c'est à Londres, c'est un média qui va... On a parlé de qu'est-ce qui sera dessus. Ça va parler uniquement en français ? Ouais, pour le moment, on se concentre vraiment sur la communauté musulmane francophone et la communauté musulmane et non musulmane francophone parce qu'on pense et on voit qu'il y a aussi beaucoup de non-musulmans qui vraiment nous rejoignent et qui en ont marre. Et qui, d'ailleurs, coach Didi et d'autres, eux-mêmes, ils se disent franchement, c'est plus possible et ils se réjouissent le fait d'avoir quelque chose d'autre. Donc en tout cas, moi, je garantis une chose qui est très, 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 très importante. Cette chaîne-là n'est pas une chaîne uniquement pour les musulmans. C'est une chaîne aussi pour les non-musulmans, avec une diversité de programmes, avec des émissions politiques, sociétaux, économiques, religieux, etc. Parfois des débats interreligieux, etc. Mais voilà, ils veulent essayer d'en faire, en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir, hein, c'est en faire une caricature de la chaîne en disant oui, voilà, ça va être une chaîne qui va... seulement faire des cours de religion. On sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, surtout les jeunes plus particulièrement, ils sont très branchés politiques et on sait ce qui est en train de se passer, en train de se jouer actuellement. Les élections 2027, elles doivent se jouer autour du média, autour de la chaîne qui donnera le tempo politique. Parce que les musulmans en France, ils pèsent 8 à 9 millions, au niveau numérique, qui sont très 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 importants. Et donc en fait, ce qui est très important, c'est qu'on puisse en tout cas donner du poids à cette chaîne par l'interaction qu'on va avoir. L'idée, c'est pas seulement qu'on puisse regarder. Vous allez voir, ça va être très novateur. Hein. Il y a des personnes qui l'ont vulgarisé. Bah, attendez de la regarder, ensuite vous allez voir. Quand je dis qu'il y a des personnes qui ont dit est-ce qu'il y aura un public, il y aura un sacré public. On va pas mettre le truc dans le stade de foot, ça va être beaucoup plus important. Je vais donner un exemple. Les gens, on a vu que ils ont envie de s'exprimer. Parfois de Marseille, parfois de Toulouse, parfois de Belgique, parfois de Malaisie, parfois de Dubaï, des expatriés, etc. Et on aura cette capacité à travers des outils techniques et avec des technologies de pointe, on aura cette capacité à fusionner tout le monde et à avoir un public réel et à avoir un public aussi digital. En tout cas, c'est très très clair. Effectivement, franchement, l'idée, l'idée est plaisante. On a envie de le voir, on a envie de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous appelez à la communauté musulmane justement à... Parce que je fais des podcasts, et effectivement, quand on fait des podcasts avec une femme musulmane, voilée ou autre, on est toujours, la plupart du temps, parfois, on est plutôt critiqué par notre propre communauté des fois. Qui disent pourquoi cette femme-là, elle est, même si elle est voilée, même si peu importe, pourquoi elle est à la télé, pourquoi elle est... Est-ce que votre chaîne aussi
vous avez prévu un peu ces critiques-là? Est-ce qu'il y aura des femmes sur la chaîne aussi? J'imagine que oui, vu ce que vous m'avez dit, il y en aura forcément, ça va être mixte, etc. Mais qu'est-ce que vous attendez de la communauté musulmane? Parce que c'est vrai que souvent, on est critiqué, assez fortement d'ailleurs, parfois par notre propre communauté, qui vont nous dire, attends, on entend tout souvent parler, ça c'est un programme d'égaré, ça c'est un imam qui est égaré, ça c'est des propos qui sont égarés. Mais là, on a besoin de soutien. Vous, comme moi d'ailleurs, on a besoin de soutien sur les médias, et c'est là où on est présent partout. Vous serez beaucoup plus gros, évidemment, bien sûr, mais même sur des petites chaînes comme la mienne, on a besoin de présence, et malheureusement, parfois, on est critiqué par notre propre communauté. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bah, en fait, l'objectif, je pense que ce qui manque au sein de notre communauté musulmane, c'est le dialogue. C'est-à-dire que si on arrivera, par exemple, on aura toujours des problèmes au sein de la communauté musulmane. Je suis pas d'accord, je suis de telle tendance, etc. Mais s'il y a un dialogue, bah, c'est impeccable. Donc oui, bien évidemment qu'il y aura des femmes, ça c'est sûr. On va mettre des femmes. Il y aura sûrement peut-être même des présentatrices femmes. Il y aura sûrement, on l'espère en tout cas, des journalistes femmes. Elles ont été stigmatisées, on leur a pas donné la parole. On pense en tout cas que c'est extrêmement là. Pour nous, c'est symbolique. Bien sûr qu'il doit y avoir des femmes. Donc il y aura des femmes. Mais par contre, c'est vrai que il faudra privilégier ensuite le dialogue avec la communauté musulmane. C'est un chantier. À l'heure d'aujourd'hui, on est dispatché parce qu'on n'a pas pu se retrouver dans un point de source. Et je pense en fait que justement le média nous permettra, par exemple sur les désaccords qu'on peut avoir, bah, justement d'échanger et puis ensuite finalement de se rapprocher et parfois aussi de casser certaines idées qui ont été préconçues. On pense que l'islam c'est comme ci, on pense que l'islam c'est comme ça, et on pourra venir avec des débats interreligieux, des débats intercommunautaires, intracommunautaires. Donc ouais, je pense en tout cas que cette chaîne, en tout cas, elle sera très importante lorsque, je vous donne un exemple. Il y a eu plusieurs débats au sein de la communauté musulmane. Je peux en prendre vraiment tellement. Mais par exemple, le fait qu'une musulmane qui soit, par exemple, des sujets de discussion qui pourraient être très très bien. Est-ce que la responsabilité, est-ce que une musulmane a une responsabilité à engager si elle part au restaurant à 22h du soir et que finalement elle se fait refouler? On voit parfois, il y a des débats, on voit sur Internet, les gens ils disent bah, elle avait qu'à pas partir là-bas. Moi j'ai un avis bien tranché, c'est que quoi qu'il en soit, on soutient notre sœur, quoi qu'elle ait fait. On soutient notre sœur et on la défend, et pareil pour les musulmans, etc. Mais ça peut être en tout cas un débat, c'est-à-dire que le fait d'avoir un public et d'avoir un présentateur qui dit mais finalement, et faire ce travail justement qu'on a sur les plateaux de télévision, etc., qui nous permettent finalement de construire une société et de construire une communauté avec des musulmans, non musulmans, c'est génial. En tout cas en Angleterre, on voit parfois des formats comme ça qui sont extraordinaires, où parfois il y a des gens, mais des racistes, et de l'autre côté il y a des musulmans, et les deux, ils débattent. Dans le respect, ils débattent. Mais nous, on est pour ça. C'est-à-dire que la chaîne, elle est pour ça. C'est pas une chaîne en disant, vous allez voir, ça va barder, etc. Par contre, bien évidemment, on sera intransigeant avec la désinformation qui est faite contre les musulmans, ou même les autres minorités. Hein. Mais on sera intransigeant avec ça. C'est-à-dire que s'il y avait eu le traitement, s'il y avait eu cette chaîne-là, jamais au grand jamais on aurait laissé Abou Bakr Sissé, Allah yarhamuhu, avoir un traitement médiatique comme celui-là, comme ça a été fait. On aurait enquêté sur le gars. C'est qui est son père, qui est sa mère, son nom, son prénom, quelles sont ses photos, parce que vous, c'est exactement ce que vous faites. Ses derniers voyages, les capillarités et tout un tas de choses. Donc voilà, on pense en tout cas que c'est très important. Mais je le confirme en tout cas, et je pense que ça va faire vraiment plaisir aux non-musulmans, aux épris de justice, etc. Les personnes de la gauche, même les personnes de droite, les musulmans, les non-musulmans, ils auront toute leur place dans cette chaîne-là. Ils pourront se retrouver. Après, ils pourront zapper. Il y a des émissions parfois qui vont être spirituelles. Ils disent, moi, je ne suis pas spirituel, donc je ne vais pas regarder. Voilà, pas de problème. Mais il y a des émissions parfois qui vont être tournées sur des débats sociétaux et politiques. Ouais, ils regardent. Et donc, en fait, nous, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un panel d'émissions qui va permettre à chacun, en respectant ses sensibilités,
de lui donner une diversité de programmes, simplement. C'est pour ça que je pousse un peu dans cette zone-là, parce qu'il faut que ce soit clair pour les musulmans et pour les non-musulmans, qu'il y aura bien des femmes, que les femmes ont le droit à la parole, que les femmes musulmanes et non musulmanes seront sûrement présentes sur votre chaîne, et que surtout les femmes musulmanes ont le droit à la parole et qu'elles l'auront sur votre chaîne aussi, pour qu'elles puissent s'exprimer, et qu'aucun sujet ne sera, entre guillemets, écarté. Parce que souvent, quand on discute de sujets qui sortent un peu de la religion, on peut parler de plein de sujets que j'ai déjà abordés en podcast et tout, où je me suis pris parfois des petites sauces, parce que pourquoi je l'ai abordé moi, pourquoi je l'ai abordé avec mon épouse qui est voilée. Pour les musulmans, des fois, c'est pas possible de parler de ces sujets. De sexualité, notamment, de tous les problèmes qu'il peut y avoir autour. Il faut pas en parler. Il faut que ce soit passé sous silence. Il faut pas qu'on en parle. Ça n'existe pas chez nous. Il y a pas de... Vous voyez, c'est ce genre de sujets qui peuvent parfois aussi intéresser les gens, mais des fois, quand on les aborde, c'est mal vu. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'était un petit peu sur le type d'émissions qui seront peut-être prohibées, interdites dans votre média. Je pense notamment à la télé-réalité, qui apporte pas grand-chose, mais qui est une part de l'audiovisuel. Est-ce qu'il y en aura? Quel type? Est-ce que vous allez peut-être changer la télé-réalité? Est-ce que vous allez proposer des émissions qui vont être de la télé-réalité, mais rien à voir avec ce qu'on voit dans la télé-réalité française ou américaine ou européenne? Moi, je pense que ça, c'est très, très bien. Déjà, oui, aussi, bien sûr, bien évidemment que les non-musulmanes, elles vont avoir la parole sur notre chaîne, elles seront invitées. Ça, de toute façon, tout le monde, mais tout le monde. C'est ça la différence, en fait. C'est que nous, on ne veut pas de monologue. On veut simplement que les gens puissent venir et ensuite, oui, bien sûr, avec grand plaisir. La télé-réalité, je réfléchis à voix haute, mais en tout cas, je parle pas là des trucs, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je connais pas des trucs, hein, les secret stories, tout ça, etc. Ouais. Bien évidemment, on va pas faire des trucs comme ça. Mais par contre, je pense que ça peut être très, très bien, notamment sur la question de l'humanitaire. Faire partir, par exemple, un groupe de 10-15 personnes, et puis finalement de voir les conclusions qu'ils en font, ou sur d'autres sujets. Non, je pense que ça peut être très intéressant. Vous savez, le digital, en fait, les réseaux sociaux, on peut en faire quelque chose d'extraordinaire et de magnifique. Ouais, bien sûr, non, je pousse encore une fois dans ce sens-là. Je veux pas que les gens ils pensent que ce média-là, parce que moi j'ai apprécié un petit peu l'annonce et je me suis dit, il faut vraiment qu'on pousse là-dessus parce que faut pas que les gens ils se disent que ça va être un média, on va parler de religion, il y aura que des barbus comme nous et il y aura que des gens voilà qui vont parler de religion. Il y aura de tout. C'est-à-dire que c'est ça qui est important, c'est de savoir que c'est une chaîne comme une autre. Bien sûr, on a nos interdits, nos prohibitions, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contenu pour adultes, il n'y aura pas de programmes très sexualisés comme on peut parfois en voir, etc. Il n'y aura pas d'île de la tentation sur la chaîne. Ça, c'est clair, mais on ne va pas exclure des sujets, on ne va pas exclure des choses qui touchent l'humain et que finalement, les musulmans parfois ont honte d'en parler. Et cette chaîne-là, peut-être qu'elle sera là aussi pour ça. Moi, de manière très simple, je pense en fait qu'il faut parler de tout au sein de la communauté musulmane, que ce soit sur la question de la délinquance, sur la question de la responsabilité des uns et des autres au sein de la communauté musulmane, des mots MAUX qu'il y a au sein de la communauté musulmane, des questions qui tournent autour de la sexualité. Je pense que ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que, vous savez, nous en islam, on n'a pas de tabou. Le problème étant, c'est qu'on n'a jamais eu en fait cette audience qui nous permet justement d'aborder l'ensemble de ces sujets-là. Et en soi, bien sûr, après on a une éthique qui fait que on va pas apporter des contenus pour adultes. On va pas faire des Koh-Lanta avec des hommes en slip. Je veux dire. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais après, attention, on espère justement que ça puisse toucher un maximum de personnes, mais pas à n'importe quel prix. Nous allons conserver quand même des valeurs, mais en espérant toucher un maximum de personnes et des non-musulmans, bien évidemment. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pour répondre. Les personnes qui disent, écoutez même pas les salades qu'il y a surtout de politiques, qui tantôt ils étaient en Espagne, ensuite ils étaient en France, ensuite ils sont repartis en Espagne, ensuite ils sont revenus en France, et ensuite ils sont au gouvernement, de gars qui sont connus par la justice pour des faits qui sont pas jolis, et qui sont ministres de la justice. C'est quand même vous dire l'oxymore, c'est horrible ce qui est en train de se passer. N'écoutez pas ces gens-là, mais
le seul moyen en fait de convaincre tout le monde, c'est justement qu'il puisse y avoir un autre narratif médiatique. Du coup, la dernière question, c'était la question du contexte actuel en France, mais aussi parfois dans d'autres pays francophones, la Belgique par exemple. Comment est-ce que vous percevez la place des musulmans dans ces sociétés-là, les défis que les musulmans peuvent rencontrer? Et on a aussi un peu une sorte de ras-le-bol. Je parle de ça parce que souvent, là, dernièrement, il y a quelques semaines, on a eu la qualification du PSG, par exemple, en France, et on a vu en fait des comportements très mauvais, concrètement. Et malheureusement, à chaque fois, on est ciblé. Pourquoi? Parce que dans ces événements-là, il y a des Maghrébins, il y a des Noirs, il y a des communautés comme la mienne, par exemple, les Afghans, les Syriens, les machins. C'est toujours nous, en fait, des fois, quand il y a ces problèmes-là. Et toutes ces pages dont vous avez parlé tout à l'heure, Damien Rieu et compagnie, ils en profitent. Ça, c'est vraiment du pain béni pour ces pages-là, parce qu'ils reprennent et disent, voilà, regardez, la communauté musulmane en France, c'est ça. On est 8, 6, 10 millions, peu importe, mais on réduit tous ces gens-là à ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quel est votre avis là-dessus? Et du coup, forcément, quel sera l'avis, enfin, dans quel sens la chaîne ira pour expliquer un petit peu que ces gens-là, c'est pas nous. Que ça, ouais, c'est pas dans l'islam, ça. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est pas qu'on puisse défendre les trafiquants de drogue ou des actes de délinquance, puisque l'islam est contre ça. Mais justement, qu'on puisse venir avec une vraie couverture médiatique. Une vraie couverture médiatique. C'est pas en expliquant la cause à effet. Un acte de délinquance, un vol est un vol. Il n'est pas justifié par quoi que ce soit. Si ce n'est qu'une personne n'est plus à manger, qu'il est affamé et qui n'a pas mangé pendant 3-4 jours et qui va voler juste un sandwich. Là, c'est pas pareil. Et on parle de vol ou de choses comme ça, des actes de délinquance. Je pense justement que ça serait bien justement qu'on puisse l'expliquer nous-mêmes pourquoi. Parce que ça nous permettra d'expliquer qu'il n'y a aucun lien entre l'origine de la personne et entre la personne et l'islam, ou l'origine de la personne et le délit. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que les médias font. Alors d'aujourd'hui, les médias disent « Ah, vous avez vu, c'est parce qu'il est musulman et parce qu'on a un problème avec ces gens-là, donc ils sont incompatibles. » C'est la mécanique qui s'est mise en place. Donc je pense que c'est important de dire « Non, mais ça n'a strictement rien à voir. » C'est-à-dire que nous, en soi, les actes de délinquance, voler par exemple une mamie, aller poignarder des gens dans la rue ou faire des trucs comme ça, c'est pas des trucs qu'on cautionne. Mais c'est important que ça sorte de notre bouche et qu'on s'approprie le narratif et de l'autre côté aussi qu'on puisse soulever des débats sociétaux. Je vous donne un exemple. On peut venir avec une vision simpliste en disant oui, regardez ce qui s'est passé, les guerres qu'il y a eu dans le monde, etc. Chacun vient avec son narratif. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, Netanyahou, I24, etc. Ils disent qu'en fait, ce qui est en train de se passer est la résultante du 7 octobre. Donc en fait, tout est une question de la projection médiatique qui est faite. Et nous, en fait, eux, ils font cette projection. Ils se défendent, c'est leur élément c'est leurs arguments de défense pour pouvoir en fait légitimer ce génocide-là à l'heure actuelle. Mais si on vient justement avec un discours qui est beaucoup plus intellectuel, avec quelque chose de beaucoup plus intelligent, à l'image de ce que disait Dominique de Villepin, lorsqu'il y a eu par exemple des extrêmes qui se sont créés par exemple en Irak et qui ensuite ont tapé sur le territoire français. C'était Dominique de Villepin qui disait, ouvrez les guillemets, il disait « Nous avons créé une bête ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, comme là, on voit par exemple des gens qui vont parfois insulter des Français. C'est une réalité. Mais c'est important aussi parfois d'expliquer le contexte dans lequel en fait on est. On n'est pas pour le fait d'insulter des personnes en fonction de leur, confession, conviction, de leur ethnie ou quoi que ce soit, etc. Mais lorsque à un moment donné, vous êtes dans un climat tel qu'il y a en France, je vais vous donner un exemple très clair pour bien que je me fasse comprendre. Il y a une personne, il y a un noir en fait, une personne africaine qui tape quelqu'un dans le train.
il le tape. Donc quand on voit la scène comme ça, on se dit waouh, c'est violent. Et après, il lui dit t'arrêtes de m'insulter de Bamboula. Et il le tape encore. Il lui dit t'arrêtes de m'insulter de Bamboula. Et ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas en train, et on n'est pas en train de cautionner le fait que c'est normal, il fallait qu'il le tape, c'était ce qui était mérité, etc. C'est pas ce qu'on dit, mais c'est que ça change quand même un petit peu l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a pas arrêté de dire à une autre personne, espèce de bamboula, etc. L'autre qui dit à une fille, tu pues, elle lui balance une gifle, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi, vous voyez ce que je veux dire? On a vu toutes ces vidéos, j'espère que ceux qui l'ont vu, enfin ceux qui l'ont vu, ça tourne sur Twitter, donc c'est facilement retrouvable pour ceux qui veulent... Voilà, parce que sinon, en l'absence de contexte, qu'est-ce qui se passe? En l'absence de contexte, en fait, on va dire un truc très simple. Bah vous avez vu, c'est des sauvages. Elle s'est mangé une gifle dans la figure, simplement parce qu'elle était blanche. Non, pas du tout. C'est parce qu'elle lui a dit, tu pues. Va te laver. Et donc, bon, elle l'a mal pris, elle aurait peut-être pas dû la gifler, etc. Elle aurait dû lui répondre peut-être quelque chose, autre chose. Mais dans un contexte comme celui-ci, c'est important. Mais c'est ce qu'ils font, ils le font à chaque fois, les médias. Ils disent, oui, mais bon, après, en même temps, est-ce que vous pensez pas que... Et ils en sont arrivés à développer le fait que, bah, si le Malien, il n'était pas là, jamais il serait fait planter. C'est horrible. C'est ce qui se passe en France, mais vous qui avez un pied en Angleterre, grâce du coup à la chaîne, et puis même vous avez voyagé là-bas, on voit beaucoup de choses choquantes, beaucoup de scènes choquantes arriver un petit peu sur Twitter d'Angleterre aussi. Et comme d'habitude, ces pages dont on parlait tout à l'heure, elles reprennent ces choses-là, elles disent voilà, l'Angleterre c'est l'exemple à ne pas suivre, et si vous voulez que la France aille mieux, il faut vite qu'on sévisse, pas comme l'Angleterre où ils ont trop laissé passer les musulmans. Non, l'Angleterre en fait, l'Angleterre, ça a été l'Angleterre, c'est au niveau migratoire, c'est carrément autre chose. C'est pas comme la France. Ça date depuis les années 1800 avec des communautés indo-pakistanaises qui se sont fait. Voilà, le flux migratoire, il n'a pas été aussi violent que ce qu'a fait la France avec d'autres communautés dans le monde. Alors d'aujourd'hui, il faut se poser une question. Lorsque vous voyez par exemple la communauté africaine, lorsque vous regardez la communauté maghrébine et plus particulièrement algérienne, en train de dire qu'il y a une sorte d'amertume vis-à-vis de ce qu'a fait la France de par son histoire et de par ce que reconnaît lui-même Emmanuel Macron avec des crimes contre l'humanité en Algérie, etc. Bah, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que tout est vraiment une question de contexte. C'est important en tout cas de rappeler que on vit dans deux sociétés qui sont complètement différentes et force est de constater la société française à l'heure d'aujourd'hui, elle s'est radicalisée avec l'islam. Elle s'est radicalisée en faisant de l'islam politique et en reprochant à tout contestataire de faire de l'islam politique. Ni plus ni moins. Voilà. En d'autres termes, on nous sort tous les adjectifs qualificatifs pour pouvoir dire que si nous nous opposons un petit peu trop, et ben en fait, on fait de l'entrisme. On est des fréristes, on est des salafistes, on est des séparatistes. C'est du délire, quoi. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en Angleterre, il y a des communautés. Moi, par exemple, je vois des communautés qui sont très très bien intégrées, avec lesquelles il n'y a aucun problème. La preuve en est, il y a même carrément des maires qui sont élus en Angleterre. Ouais, et là, récemment encore, et il n'y a pas forcément de problème. Après, est-ce qu'il y a des problèmes de délinquance? Oui, bien sûr. Mais par contre, moi, je peux vous confirmer quelque chose, c'est qu'il y a des actes de délinquance aussi qui sont commis par des personnes qui ne sont pas forcément indo-pakistanaises, yéménites ou somaliennes. Ça, c'est un fait. La culture, par exemple, la culture du couteau, c'est vrai qu'en Angleterre, ici, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Hein. C'est-à-dire qu'ici, quand il y a une bagarre, ils se mettent des coups de couteau, etc. Ce n'est pas le propre des Pakistanais ou le propre des Indiens ou le propre des
des Yéménites ou des Somaliens. C'est vraiment quelque chose, de culturel. D'ailleurs, je vous invite à regarder les attaques à l'acide et tout, etc. Historiquement parlant, c'est pas propre au Pakistan ou aux choses comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les flux migratoires, la manière dont l'Angleterre, elle s'est composée au niveau économique et social est totalement différente de la France. En France, ça a été beaucoup plus brutal. On nous a ramenés, on nous a colonisés dans certains pays. Pas seulement, c'est pas moi qui le dis, Jacques Chirac, il a dit nous avons spolié les terres africaines. D'accord ? Avec l'uranium, etc. Nous les avons appauvris. C'est pas moi qui le dis, c'est pas ma déduction, c'est eux qui le disent. Et par conséquent, à un moment donné, une fois, comme moi, on a naturalisé ma mère, etc. Donc ensuite, elle est venue en France, etc. Et là, après, on lui dit, t'es plus française ou tu n'es plus français. C'est pas quelque chose qu'il y a en Angleterre. Mais par contre, est-ce qu'il y a des actes de délinquance? Oui, bien sûr, il y a des actes de délinquance. Est-ce qu'il faut les traiter? Oui, il faut les traiter. Après, il y a une justice pour ça, pour mettre des sanctions, pour mettre des peines, etc. Et il y a des personnes qui sont condamnées. C'est juste, en fait, le gros problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on a une pensée xénophobe qui est en train de se répandre. Xénophobe. Elle n'est pas seulement raciste. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, à l'époque, comment on les appelait, les Italiens qui avaient les immigrés italiens de Grenoble? Les Rital. Ouais, les Rital. Les Rital. Et en fait, on disait d'eux du moins à l'époque, c'était pas les Arabes qui disaient ça, on disait d'eux qu'ils étaient sales. Donc c'est autant vous dire que la xénophobie, elle a toujours existé dans ce pays-là, en France. C'est un fait. C'est un fait. Et elle se traduit à l'heure d'aujourd'hui par des émergences politiques et médiatiques, et par des mouvements politiques qui gesticulent comme, même s'ils ne représentent rien, mais au niveau de l'idée, c'est vraiment largement dégoupillé sur X, notamment avec, même si ça ne représente rien, le Parti Reconquête, Rassemblement National, etc. Bon, plus Rassemblement National. Le Parti Reconquête, c'est encore plus radical, mais le Rassemblement National. Donc, ils sont... je pense qu'on est sur deux modèles de société complètement différents. La preuve en est, c'est que le ministère de l'Intérieur anglais, lorsqu'il y a eu des émeutes et qu'il y a eu des attaques racistes visant des Noirs, des Pakistanais, des Arabes, toutes les communautés, etc., le ministère de l'Intérieur anglais a fait quelque chose de très bien. Ils ont décidé de taper très fort sur la table et de mettre des sanctions exemplaires aux racistes, parce qu'il y a un racisme, mais je pense que le ministère de l'Intérieur anglais a réfléchi de manière différente que le ministère de l'Intérieur français. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur anglais s'est dit on va devoir préserver quand même un petit peu la société parce que la communauté indo-pakistanaise, elle pèse. Et parce que et pourtant, ils sont 4 millions les musulmans en Angleterre, approximativement. Mais c'est une communauté qui est quand même intégrée au niveau social et économique. Et donc, ils avaient tout intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce que beaucoup de personnes disent, mais c'est la vérité. C'est l'histoire de la France. Je pense pas, à l'heure d'aujourd'hui, si je me permets, vous êtes de quelle origine? Je suis afghan, moi. Afghan. Si je pose la question, je dis, mais donc en fait, si je comprends bien, vous êtes venu en bateau pour pouvoir profiter du système. Non, c'est pas ça l'histoire. Comme moi, mon histoire, c'est pas ça. Je suis né dans un hôpital parisien et on est venu chercher ma mère, on l'a naturalisée, on lui a dit qu'elle était française. Je parle français. C'est tout, ni plus ni moins. Moi, je suis pas... Et là, sauf que là, maintenant, les gens, ils sont en train de dire, ben non, maintenant, t'es plus français. Parce qu'il y a une incompatibilité des valeurs. Mais attendez, mais c'est grave. Une incompatibilité des valeurs sur des nouvelles mises à jour politiques qui ont été faites. Où là, ils ont redéfini les nouvelles normes morales. Là, par exemple, Gabriel Attal, étrangement, il veut s'attaquer à la circoncision pour les jeunes de 15 ans. Alors que le consentement pour les actes sexuels, c'est 13 ans. Mais attends, là, c'est du grand délire. Et il veut interdire en même temps, au passage, le voile. Alors que le consentement pour les actes sexuels, c'est 13 ans.
Mais il part du principe, dans cette xénophobie décomplexée, qu'à l'âge de 15 ans, je ne sais pas pourquoi à cet âge-là, peut-être qu'au niveau hormonal, il y a un truc qui se dégoupille, je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, mais il part du principe que à l'âge de 15 ans, les personnes ne sont plus forcément conscientes et responsables sur des questions religieuses. Mais sur les questions sexuelles, c'est des personnes qui ont, bien évidemment, qui ont tout le consentement et qui peuvent faire ce qu'ils veulent de leur... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit qu'il y a un deux poids, deux mesures et que tout ça, c'est... Ouais, il y a beaucoup d'exemples. C'est vrai que c'est sûr que là, si on rentre là-dedans, il y a beaucoup d'exemples qui sont contradictoires et qu'on ne comprend pas. Mais effectivement, la chaîne, je reviens sur la chaîne, j'espère qu'elle aura des émissions comme ça et qu'on va pouvoir un petit peu changer les mentalités. Pour clôturer un petit peu cette interview, ce podcast, est-ce que vous avez un message à adresser à ceux qui vous critiquent personnellement parce que vous êtes vous-même perçu comme une personne parfois radicalisée, parfois trop islamiste, trop rigoriste, salafiste, tous les mots en iste, on peut les mettre malheureusement, et qui s'inquiètent un petit peu. Ils s'inquiètent non seulement de vous, mais aussi de vos initiatives, que ce soit passées ou présentes. Est-ce que vous avez un message justement à leur adresser parce qu'en France, on va sûrement regarder votre chaîne, donc... Vous savez, moi, je suis pas un politique qui va essayer de convaincre que je suis en fait que je ne suis pas du côté obscur de la force. mais en fait, juste pour vous dire, il était complètement logique à la suite de l'émergence et de tout ce qui a suivi et de ce que les musulmans sont en train de payer aujourd'hui dans ce matraquage médiatico-politique. Il était complètement logique de me rendre radioactif et de me disqualifier. Et pour ça, de prendre des propos qui ont été imputés ou parfois de surligner des réactions que j'ai pu avoir en les décontextualisant et en me faisant passer pour le méchant islamiste. Donc moi, je vous appelle en tout cas à l'ensemble des auditeurs, des auditrices, à être extrêmement vigilants. Vous le voyez très bien lors d'aujourd'hui, ce qui s'est passé par rapport à Gaza. Au début, on nous a expliqué que le narratif médiatique, politique, etc., on nous a expliqué qu'Israël avait complètement le droit de se défendre. Bon, maintenant, il y a un mea culpa, etc., parce que Trump, il a aussi un petit peu en embrouille avec Netanyahou et tout, etc. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, soyez lucide. C'est-à-dire que moi, je suis un islamiste. D'accord, très bien. Ahmed Shara, qui était de Jabhat al-Nusra, qui a été invité à l'Élysée. C'est un quoi, lui? C'est un bon musulman, chef d'État, représentant de la Syrie. Ce que je veux dire voilà, pour les défendre un petit peu, et ça a été vivement critiqué. En fait, qu'importe. En fait, je vais vous dire un truc très simple. Ok, d'accord, peut-être qu'il était accueilli à l'Élysée, les gens ils vont dire ouais, mais c'est pas nous. Ok, d'accord. Mais moi, je parle à l'extrême droite. Trump a dit que c'était un bon gars. Et Trump... ça, tout le monde l'a dit. Là, que ce soit gauche ou droite, j'ai l'impression que tout le monde a sauté sur le gouvernement et a dit c'est une catastrophe, qu'ils sont invités. Oui, mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ils se sont adaptés à la politique et à ce qui s'est passé. Et à un moment donné, c'est ça aussi la diplomatie et une bonne politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir conjuguer, parfois même avec les ennemis d'hier. Ce qui a été dit me concernant, ça s'est fait, ou du moins les réactions que j'ai pu avoir, elles ont été d'ailleurs, ça n'a pas été judiciarisé, si ce n'est pour le cas du cyberharcèlement concernant Zineb Al-Razoui et Zora Bitan. Zineb Al-Razoui dont j'ai eu une relaxe en première instance. Mais mis à part ça, je veux dire, je suis une victime du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez regarder sur Marianne, vous pouvez regarder sur Valeurs Actuelles. Ils sont condamnés à me payer 1 500 € pour atteinte disproportionnée à celle de ma vie privée. Donc en fait, après bien sûr, moi je ne suis pas quelqu'un qui va courber les chines. Lorsqu'on a un ministre comme Rotaillot qui est là en train d'expliquer 5 ans après la dissolution, alors qu'un bâtiment à 3 millions d'euros, plus de 3 millions d'euros a été vendu et que les fonds à la police et que ces fonds-là nous ont pas été rendus et qu'on a 1 million d'euros de gel des avoirs, qu'on a 2 millions de bénéficiaires qui du jour au lendemain ont eu une cessation des aides humanitaires, je vais pas dire, bah écoutez, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Bien sûr qu'il y a de la colère.
Je demande juste à chacun d'avoir un petit peu de bon sens et de contextualiser ce qui nous a été fait, ce qui m'a été fait depuis 2014. J'ai quand même, avant que je sois sur les réseaux sociaux, j'ai quand même été dépeint comme étant un méchant islamiste, ou parfois on m'a même interrogé sur des dons de footballeurs en disant mais comment ça se fait que ces gens-là font des dons à l'organisation, à Baraka City, à l'organisation la plus emblématique, de France. Elle a été la plus, sauf erreur de ma part, mais elle a été quand même la plus représentative de la communauté musulmane et de tout ce qu'il y a et de toutes les obédiences qu'il peut y avoir. Donc oui, forcément, dans ce discours martial et chevaleresque un petit peu parfois que je peux avoir, je vous l'accorde, sur Internet et tout, etc., oui, c'est vrai. C'est vrai que, vous savez, moi, j'ai pas cherché forcément à faire dans l'élégance. Moi, j'ai été dans la défense. J'ai été sur la défensive. On m'a attaqué à plusieurs reprises. J'ai eu 4 perquisitions. Je veux dire, oui, mais sur les 4 perquisitions, qu'est-ce que tu as eu? Bah, sur les 4 perquisitions, j'ai rien eu. Et même la 4e avec le raid d'une colonne d'assaut, et ben en fait, j'ai eu une relaxe pour l'affaire Zineb Al-Razoui. Et les gars, ils sont venus avec le raid, etc. Et avec des chiens, ils sont venus pour du cyberharcèlement. Il y a une vidéo, ils ont cassé le bâtiment Baraka City en rigolant. Près de 80 portes. Le projet de la communauté musulmane. Mais s'il vous plaît, un petit peu de bon sens avec des bénéficiaires. On me les a envoyés dans des linceuls en me disant, bah voilà, l'opération chirurgicale qui était programmée pour tel bénéficiaire parce qu'il fallait changer la pile de son pacemaker, etc. Et ben, il est décédé. Mais comment vous voulez que je réagisse? Que je dise, bon, ben, c'est pas grave, après tout, on va être gentil, on va rigoler avec ces gens-là. Il y a eu des morts derrière. Et surtout qu'on a fait du bien. C'est-à-dire les hôpitaux, les SAMU, le SAMU du 91, d'ailleurs, qui nous ont remerciés sur le plateau de Cyril Lignac, ou encore les hôpitaux de Paris, les EHPAD de France, etc. On leur a vidé de bon cœur, et par nos principes, avec notre croyance, avec la main sur le cœur, les masques FFP2, les masques FFP3 que nous avions en stock, en gardant juste 1 ou 2 petites boîtes pour nous. Et c'est là où je dis qu'à un moment donné, c'est important quand même de contextualiser qu'on a été dans un climat anxiogène. Faut bien comprendre, vous savez, à un moment donné, c'est comme si lorsque vous voyez une dame, vous remarquez juste la gifle qui a été donnée à une personne assise dans un bus. Et quand vous reprenez le contexte, vous dites, ah mais elle lui a dit, tu pues, va te laver. Ah, c'est différent. Donc c'est peut-être pas élégant ce qu'elle a fait. C'est pas élégant ce qu'elle a fait. Mais je dis juste qu'à un moment donné, on se gratte la tête et on se dit, ouais, franchement, est-ce que j'aurais fait mieux? Voilà. Ouais, merci en tout cas, Idriss. Franchement, c'était clair, c'était précis. Le podcast sera disponible sur YouTube très rapidement. J'essaie de monter ça, de la poster sur YouTube. Je vous enverrai le lien. La chaîne s'appelle Team Asil. Asil, c'est mon prénom, donc voilà. Je vais l'envoyer. Ça sera posté aussi sur TikTok, sur YouTube Short, sur Instagram aussi. Donc voilà, je m'appelle de la même façon partout. Je vais mettre du coup, je vous enverrai la vidéo. Et je laisse du coup à les gens, comme dit, on a parlé de beaucoup de choses, certaines choses où j'ai donné la source, d'autres où je peux pas en direct à chaque fois donner la source non plus. Donc n'hésitez pas à vérifier, à checker, à regarder un peu du coup ce que Idriss a dit, à avancer. Et du coup, je vous souhaite beaucoup de courage pour la nouvelle chaîne. On suit ça de très près. Et merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ah, c'est normal, et en tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Et puis, en tout cas, j'espère, en tout cas, je vous promets très sincèrement d'être avec l'équipe, la composante et tout, etc., de faire vraiment une très, très, très belle chaîne professionnelle, ouverte à tous, à toutes, et avec une diversité de programmes, en espérant, bien évidemment, parce que c'est l'objectif de la chaîne, c'est très, très important, c'est qu'en plus d'être indépendante, votre chaîne à vous, parce que c'est pas ma chaîne, hein, votre chaîne à vous, ce qui est très important, c'est que on espère qu'elle va nous permettre de changer les grandes lignes de l'histoire de France dans le positif. On espère que vraiment tout ce climat anxiogène et délétère s'apaise, et on espère que des bonnes choses pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Idriss. C'est très gentil en tout cas d'avoir accepté l'invitation, et puis j'espère que le contenu va plaire à tout le monde. Je vous remercie. Allez, bonne journée.